Salut à tous, vous êtes dans Tea Time, une émission où on parle culture tout en buvant du thé. C'est le retour, nouvelle saison, saison 2, on est content d'être là. C'est toujours moi-même le TIT Frix pour animer le débat de ce soir et je suis toujours accompagné de mon homeboy Dachi. Comment allez-vous monsieur ? Bah ça va, tranquille, écoute, motivé pour cette nouvelle saison. Et puis quoi de mieux que le thème d'aujourd'hui pour démarrer cette saison ? Yes, alors justement, le thème d'aujourd'hui c'est la transmission dans le hip-hop. Qu'est-ce qui est important d'apprendre, comment on apprend, qui nous a appris, à qui on apprend. On va parler de tout ça et pour ce faire, on a deux invités exceptionnels, encore une fois. Tout d'abord, on a Dahomey, beatmaker, rappeur, organisateur de soirées, homme à multiples facettes qui est un activiste du hip-hop clermontois depuis plus de 10 ans maintenant. Dahomey, comment tu vas mon gars ? Bah écoute, on est là, on est en forme, ça va. Merci pour l'invitation, ça fait plaisir d'être là et de parler de tout ça, quoi. Bah, merci à toi d'être avec nous. Yes. Et notre deuxième invité, membre de Supreme Legacy, j'arrive pas très bien à parler, magnifique. Membre de Supreme Legacy, qui fait du grave depuis plus d'une dizaine d'années aussi maintenant, c'est Monsieur Topaz. La forme ? Ouais, en pleine forme. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes celles et tous ceux qui nous regardent. Super content d'être là, donc c'est cool. Bon, tant mieux. Bah, merci à vous en tout cas d'être avec nous. Avant de démarrer directement le débat, je vais vous laisser peut-être présenter un petit peu ce que vous faites. Parce que là j'ai présenté rapidement, mais vous arriverez mieux à vous décrire que moi. Donc à qui l'honneur ? Vas-y, Topaz, je te laisse le... Enchanté, donc moi c'est Topaz. En effet, je fais du graphe depuis bientôt 17 ans. Je suis du coup un graffiti artiste, mais je développe pas mal au niveau de mon activité professionnelle des ateliers autour de ça, auprès de tout public, petit comme grand, où je vais essayer de proposer le support du graffiti comme moyen de cohésion sociale. On en parlera un peu plus en détail, je pense, dans la suite de l'émission. Je fais partie de notamment Supreme Legacy, avec qui on propose pas mal de ces ateliers autour de Clermont-Ferrand dans le département. Et puis après, je fais partie aussi de plusieurs crews graffiti dans lesquels on va aussi développer des fresques, participer à des événements où on organisait. Et voilà, et je complète mon CV avec aussi tout ce qui est création de murs grand format, donc des décorations, des participations à des festivals, des événements pour peindre au maximum dans l'espace public à la bombe aérosol. Très bien, magnifique. Et du coup, Dahomey ? Blast complet, exilé Dahomey. Voilà, j'ai commencé par le Peura à la base. Donc j'étais membre d'un collectif qui s'appelait DLC à l'époque, donc c'est les années 2008-2009. Voilà, par le rap, et puis très rapidement je me suis mis à la prod quasiment dans la foulée. Voilà, j'ai fait pas mal d'événements, en fait j'ai participé à pas mal de tremplins, des battles sur Paris, Londres et tout ça. Donc voilà, des battles en vrai qui m'ont donné, tu vois, ça permet de progresser vite quand même, parce que tu rencontres des gens qui sont hyper forts et tu rencontres aussi des gens de l'industrie en fait qui valident ou pas ton taf. Et donc voilà, à la suite de ces tremplins, que j'ai dû en faire, je sais pas, 6, je pense, j'en ai gagné plusieurs, et d'autres je suis arrivé en finale, donc quand tu sors de ça, c'est vrai que ça donne une certaine confiance, tu vois, pour proposer quelque chose. Donc à la suite de ça, j'ai monté un projet pédagogique autour du beatmaking tout simplement. Donc voilà, je propose des ateliers un petit peu partout sur le territoire, un peu en dehors aussi, parce qu'au départ j'y vivais dans l'Allier, donc je faisais des choses par là-bas aussi. Et puis j'ai monté aussi l'association Do It For The Culture, donc qui a pour but de promouvoir aussi la production. On organise des événements, des concours, des masterclass, etc. Voilà. Donc je m'occupe de la direction artistique de Do It For The Culture aussi, en parallèle. Très bien. Voilà. Eh ben, ça fait des CV magnifiques. On a une petite nouveauté dans Tea Time. On a une nouvelle rubrique qui est animée par notre ami Vincenz et qui va permettre d'introduire un petit peu le débat. Donc je laisse la place à mon gars Vincenz avec sa chronique. Let's go.
Et bienvenue pour ces 120 premières secondes de Vincenz. D'abord, petite dédicace à Rino et Kofi qui ont sorti ce livre-là, qui retrace tout ce qu'ils ont fait comme œuvre à la Manufacture d'Orion. Je vous invite à le procurer, parce que c'est aussi un élément de transmission. Et pour les plus connaisseurs, la bande-son derrière, c'est l'intro de l'album Illmatic de Nas, qui déjà, lui, rendait hommage en 94. Donc cet album, considéré comme par beaucoup comme le meilleur album rap de tous les temps, mais bon, ça dépend des générations. On a fait plein de débats là-dessus, on en refera d'autres. Mais ce son est issu du film Wild Style. Et Wild Style, en fait, là on voit Grandmaster Flash, en fait, et ce film est un documentaire scénarisé qui date de 83, mais qui a été filmé en 82. Je dis ça pour ceux qui pensent que le hip-hop est né en 83, ou pas loin. Là, on voit même Fab Five Freddy qui animera plus tard l'émission Yo MTV Rap. Et en fait, ce documentaire, nous, il était très instructif quand, au début des années 90, tu voulais apprendre plein de choses. Notamment, c'est la première fois qu'on voyait quelqu'un bouger le crossfader, que les DJ comprenaient comment est-ce qu'on scratch, ou qui pouvaient être influencé par ça, parce qu'effectivement le hip-hop c'est quand même un truc d'autodidacte, donc il y a pas mal de choses où on fait un peu par nous-mêmes, mais là c'est vrai que c'était instructif pour le break, le graph, le rap, le DJing et tout ce qui va avec. Donc bon, ça restera pas un documentaire dont le scénario restera dans les annales. Ils n'ont pas eu d'Oscar pour ça et on le comprend facilement, mais ça donne bien la température, l'âme, tout ce qui doit être transmis un peu dans le hip-hop. Et donc voilà. Et moi, donc, message pour Topaz et donc pour Dahomey. Moi, je voulais savoir comment est-ce que vous avez appris et comment est-ce que vous transmettez, si vous transmettez. Donc là, je vous remercie de répondre à ces questions. Merci. Bonne émission à vous. Ok, merci mon gars Vincenz pour cette petite chronique. Et du coup, ça a introduit la première question de l'émission. Je vous laisse répondre à notre ami Vincenz. Vas-y, Je monsieur. laisse la parole encore, ok. T'inquiète. Ça va être un peu plus long, je vais prendre un peu plus le temps de développer. Donc en effet, Wild Style, déjà, grosse référence un petit peu dans le documentaire sur le mouvement hip-hop. On voit Zoro qui va développer toute une fresque avec l'organisation d'une block party là, sur ce film-là. C'est assez cool de revoir ces petits extraits-là. Comment on apprend, t'en parlais un petit peu Vincenz dans ta chronique. Moi je vais parler que du graffiti, je vais pas généraliser sur le hip-hop, mais le graffiti. C'est vraiment système D, surtout que ça évolue super vite, mais il y a quelques années quand j'ai démarré, il n'y avait aucune vidéo tutoriel sur internet, il n'y avait pas de site en ligne pour acheter ces bombes, et donc il fallait vraiment sortir, rencontrer d'autres personnes qui faisaient du graffiti pour comprendre comment se passait le graffiti. Donc c'était vraiment de la transmission orale en fait, il n'y a rien d'académique, rien d'institutionnel. Et c'était que une transmission par l'observation. C'était un apprentissage empirique où tu t'apprends en faisant toi-même, en regardant attentivement d'autres faire, en allant choper des infos, en te déplaçant, étant sur le terrain, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose de concret. Ce que aujourd'hui, à travers moi mes ateliers, j'essaye de proposer d'une certaine façon. Mais je suis désormais complètement institutionnalisé moi de mon côté, donc cet apprentissage là que j'ai digéré maintenant avec des outils d'animation, d'éducation populaire, avec un format pédagogique, il permet de continuer d'avoir un peu le lien direct oral de transmettre aux participants, d'être dans le concret, mais avec tout l'habillage, avec le temps, le confort d'un atelier, le nombre d'heures d'achat de matériel, de support, etc., qui permet un peu paradoxalement de prendre plus le temps pour construire, transmettre un petit peu le contenu, et en même temps paradoxalement toucher énormément de personnes qui ne vont pas forcément continuer de s'intéresser au graffiti. Donc je sais pas si j'ai répondu à la question Vincenz, ouais, si, mais ça ouvre les portes sur aussi pourquoi on fait des ateliers, à qui on s'adresse, etc. En tout cas c'était un début de réponse pour ma part. Très bien. Alors de mon côté, je pense que je peux rejoindre ce que Vincenz a dit, c'est-à-dire que le hip-hop a cette particularité de se construire aussi dans le fait d'être autodidacte. Et moi, pour ma part, ça a commencé comme ça. C'est-à-dire que j'ai commencé à écouter du Pura, j'ai commencé à écrire. Et en fait, très tôt, j'écoutais les paroles, mais j'écoutais aussi les instrus. Et voilà, quoi. Donc, ça a commencé par des petits logiciels. À l'époque, il y avait les Grooves. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, mais Groove, tu vois.
Je devais être au collège, une connerie comme ça, tu vois. Donc ça a commencé par ça, et après ça a été... alors comment je peux expliquer ça? À l'époque, quand j'étais à fond dans le Pura, à Vichy, il y avait un mec, un DJ qui s'appelait DJ Nos, donc dédicace à lui, qui avait bricolé un petit studio, un petit home studio, et du coup, avec les gars avec qui je roulais, on allait chez lui, on payait 20 balles pour enregistrer nos trucs, quoi. Et donc lui, il avait du matos, voilà, de l'enregistrement et de compos. Il avait des sampleurs, tout ça, et il avait un logiciel qui s'appelle Reason. Okay. Reason 5, il bossait sur Reason 5 et tout. Et moi, à l'époque, déjà, voilà, j'étais sur Groove, et je savais que Groove, c'était un truc de, tu vois, c'est de, voilà, pas dire de gamin, mais tu sais... C'est bien pour démarrer, voilà, on va pour dire. démarrer, tu sais, il y a un côté ludique et tout. Et donc lui, il bossait sur Reason, il dit, bah, attends, en gros, faut que tu me passes le logiciel, parce que moi, ça me parle, tu vois. Donc il m'a passé le logiciel Reason, je l'ai installé, et puis ça a commencé comme ça, à bricoler. Donc il disait tout à l'heure, en fait, à l'époque, je sais pas quel âge t'as, mais moi je sais qu'il n'y avait pas il y avait pas de tuto, il n'y avait pas trop de tuto à l'époque. Donc voilà, les rares vidéos qu'il y avait, on les ponçait. Donc moi, pareil, très tôt, je me suis buté aux vidéos de battle de beatmaker. Donc tu vois, les années 2000, je pense que ça a dû commencer dans les années 2008, 2009, je pense, 2007, je sais plus. Donc c'est Beatmaker Contest, donc voilà, pareil, big up à eux, Enoch, tout ça, c'est des gars ils ont été les premiers en France à monter des événements. Donc au final, aujourd'hui, il n'y en a pas tant que ça. Et en fait, je me butais au battle, et donc j'essayais de choper voilà, des techniques, et aussi des sessions studio, quoi. Tu vois les mecs en studio en train de bosser, tu vois des mecs comme Cave Brown. Tu vois, Cave Brown, c'est un mec qui est un peu dans la lignée des Dilla, des J Dilla, tout ça. Okay. Pareil, c'était les premiers producteurs beatmakers qui faisaient des vidéos de qui montraient un peu son process, quoi. Donc je pensais ça, voilà. Donc ça a commencé comme ça, et puis ça a été du perfectionnement entre guillemets au fur et à mesure, à se coucher à pas d'heure, à faire des instrus, des tonnes d'instrus qui ne sortent jamais, mais qui te permettent de progresser dans le taf, quoi. Et voilà, on va dire ça. Ok, mais c'est vrai qu'il y a un truc intéressant que vous avez dit tous les deux, c'est ce côté, il n'y avait pas de tuto. Non. Et alors, on n'est pas tous de la même génération, mais on a tous connu cette époque où il n'y avait pas autant d'accessibilité à se former sur Internet et tout. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui a énormément changé la création des plus jeunes, justement, l'arrivée de cette... J'ai du mal à jauger l'année où vraiment ça s'est démocratisé. Je ne saurais pas dire. De toute façon, avec les débuts de YouTube... Quand YouTube a commencé à vraiment se démocratiser, je pense que ça a beaucoup aidé, parce qu'aujourd'hui, tu peux te former sur plus ou moins n'importe quel domaine assez facilement. Alors, pour peu que tu t'y investisses un minimum, mais tu as tous les outils à disposition, quoi. Ouais, mais je pense que même dès le début de YouTube, c'était pas forcément démocratisé encore ce délire de tuto et tout. Non. C'est arrivé quand même bien après. Hein. Bah après, moi j'ai quand même le souvenir que très, très rapidement, il y avait je pense qu'il y a des gens... qui ont voulu tester des choses, mais ils se rendaient pas compte du potentiel, tu vois, Ça restait de niche. Ouais, je pense que le tuto au début, ça restait de niche. Et je trouvais que, pour l'époque, c'était incroyable de se dire que t'as un mec qui prend sa caméra, ou même, je sais pas, un mec qui fait du bricolage, et là, bah tiens, je sais pas, j'ai une galère avec un truc. En fait, il y a un mec qui a eu peut-être la même galère que moi, qui explique, voilà, en fait, j'ai eu la même galère, je vous explique comment j'ai fait, tu vois. Et en fait, je pense que très rapidement, moi je trouve que c'est les années 2010, moi, je dirais les années. Je pense que c'est ça. Tu vois ce que je veux dire, je dirais les années 2010, ça a été vraiment le truc qui a. Ouais, ça a pop, quoi, tu vois, comme on dit. D'expliquer. Je pense que ça a un petit peu révolutionné un peu l'approche aussi de l'apprentissage. Tu vois. C'est-à-dire que. Pour revenir au son, il fallait à l'époque, pour trouver les logiciels, il fallait aller chez un boug qui avait le logiciel, il fallait, tu vois, c'était pas accessible comme ça, quoi. C'était un truc de contact en fait, que ce soit pour le graphe ou pour la musique ou même la danse, tu vois. C'était rare et précieux, quoi. Exactement. Donc quand tu trouvais un cumé, tu le lâchais pas. Tu faisais avec ce qu'il y avait dans ta ville, c'est ça, débrouiller pour aller voir le plus loin que tu peux. Exactement. À côté. Ouais. Moi, en ce qui concerne le graffiti, c'est quand même quelque chose où de toute façon les gens sont pas forcément ouverts à tout transmettre à n'importe qui de base. Donc même si à partir de 2010 il y a sur certaines compétitions hip-hop, certains reportages, certains documentaires, des focus qui peuvent être faits sur par exemple le son dont tu parlais ou autre,
Je pense que le graffiti en lui-même, c'est pas avec les outils de réseaux sociaux ou démocratisation d'outils un peu populaires que pour autant il y a plus de gens qui vont se former eux-mêmes quand ils sont passionnés. Et heureusement, comme ça restait vraiment, je dirais, tourné vers ceux qui continuent de se donner les moyens de s'y intéresser à fond. Mais c'est après le graffiti en lui-même, le mouvement a évolué aussi de façon populaire. Et je parle plutôt d'une forme sauvage et insaisissable. Et tout ce qui est street art après développement vraiment de la peinture grand format, on va retrouver des tutos à fond sur internet. Mais c'est pas forcément la culture ou l'héritage ou l'histoire des valeurs que après on va parler dans moi, le contenu de mes ateliers, quoi. Ouais, ok, je capte. Donc il y a quand même une différence par rapport à ce support-là et peut-être aussi les acteurs et la façon dont ils voulaient ou pas se mettre en lumière aussi de façon ouverte, quoi. Et moi, je voulais rebondir sur ce que tu es en train de dire là. Si on prend l'exemple du graphe, est-ce que tu n'as pas le sentiment que à un moment donné, justement, le fait que ça se démocratise, que ça devienne... Enfin, démocratiser, c'est peut-être pas le terme, mais populariser, est-ce que ça n'a pas détaché un peu aussi cette discipline, tu vois? Enfin, on peut prendre aussi l'exemple de discipline, mais est-ce que ça l'a pas un peu détaché entre guillemets, tu vois, de l'ADN du bordel, quoi, au départ? Si, à fond. Après, de toute façon, comme ça fait plus de 50 ans que ça existe, ça s'est évolué dans les 5 continents de la planète. De toute façon, il y avait, pour chaque génération, chaque acteur, il y avait quelque chose qui était un peu digéré du mouvement de base, des valeurs de base, du contexte de base, et qui faisait que ça évoluait. Donc, en effet, on s'écarte petit à petit des valeurs de départ du graffiti à Philadelphie, New York. Mais je dirais que l'utilisation de YouTube pour des personnes qui veulent faire des vidéos là-dessus n'est qu'un des témoignages de cette avancée dans le temps et petit à petit du détachement qu'on a avec le point de départ, quoi. Okay. Et puis de toute façon, dans le graffiti, il y a cette espèce de paradoxe que c'est énormément codifié avec plein de règles que tu apprends que en faisant, parce que tu te feras tirer les oreilles par les plus grands, parce que tu vas apprendre en faisant, parce que tu vas apprendre sur les terrains, etc. Et en même temps, rien n'est écrit, on parle de quelque chose de populaire, infini, accessible à tous, et finalement sans règles, alors que finalement c'est super codifié. Et voilà, je sais pas où je voulais en venir avec ce point-là, mais de toute façon, il y a quelque chose quand même qui se transmet un moment entre passionnés, et après toutes les personnes qui gravitent ou pas, même s'ils font pas partie du graffiti, mais ça ressemble à du graffiti ou autre, feront quand même évoluer un petit peu ces règles, mais il y a une espèce d'héritage de toute façon qui se transmet un petit peu sur certains puristes, quoi. Mais je pense que de toute façon, c'est ce que tu dis là, le côté démocratisation, et que du coup on s'éloigne du truc de base. Je pense que c'est le problème de n'importe quelle discipline. On peut tenir ce discours avec le rap, tu vois. Complètement. Il y a beaucoup d'anciens qui vont te dire aujourd'hui, ouais, mais ce que tel ou tel artiste fait, c'est pas du rap parce que c'est trop écarté de la base du mouvement, quoi. Mais ça, je pense que c'est un truc qui est obligatoire quand t'as un mouvement qui se démocratise et, comme tu dis, qui devient accessible à n'importe qui, partout dans le monde, toutes les classes sociales. Ça fait que du coup, forcément, t'as des manières de faire, des discours, des ambitions qui vont être différentes de celles de la genèse du truc. Et je pense que en bien ou en mal, ça fait partie de la chose, tu vois, et c'est comme ça, malheureusement. Et du coup, ça me fait une très bonne transition, parce que du coup, qu'est-ce qu'on apprend qu'est-ce qui est important pour vous à apprendre dans les ateliers? Est-ce que c'est purement l'aspect technique, ou est-ce que c'est aussi les valeurs qui vont avec la technique et qui vont avec cet héritage? Je vais faire un aparté parce que du coup moi aussi je donne des ateliers, et je sais que tout le temps quand je commence des ateliers rap, avant de rentrer sur la partie rap, j'aime bien donner un cours d'histoire où je dis là pendant 30 minutes on va pas attaquer vraiment le vif du sujet. Je vais vous parler du hip-hop parce que en fait vous savez pas ce que c'est que le hip-hop, et donc là je vais parler du graphe, du beatbox, de tout ce qui compose le hip-hop, parce que je dis là je vais vous apprendre à faire un truc, mais c'est bien que vous sachiez d'où ça vient en fait. Et du coup, est-ce qu'on retrouve un peu cette partie-là dans vos ateliers aussi? Complètement. Pour moi ça commence là en fait. La transmission, c'est d'abord, pour moi la transmission, c'est la transmission d'une philosophie, d'un état d'esprit, avant même de parler de technique, tu vois. C'est-à-dire que
dans l'histoire du hip-hop, si on prend l'exemple de la musique, de la production ou même du rap, il y a des mecs qui n'étaient pas hyper techniques et pourtant ce qu'ils véhiculaient est survalidé par tout le monde. Donc c'est intéressant ce que tu dis là parce que moi, personnellement, c'est mon approche, se dire en fait c'est cool que ça se démocratise, c'est cool que ça se popularise, mais les gars, oubliez pas d'où ça vient. C'est-à-dire que il y a une réalité dans la naissance de cette culture, il y a une réalité sociale. Il y a une réalité de tout ce qu'on veut, de misère, discrimination, tout ce qui va avec. Et je trouve que c'est très, très important de dire, de ne pas détacher en fait, les disciplines de ces valeurs-là. Et si on prend l'exemple du rap, tu vois, par rapport à cette histoire de transmission, parce que c'est un truc qui fait énormément de débat aussi, de dire, voilà, est-ce que la nouvelle génération, est-ce que l'ancienne génération a fait la transmission ou pas de ce truc-là ? Et moi, je dirais que c'est oui. C'est oui et non. C'est qu'en fait, à un moment donné, il faut soi-même faire aussi la démarche, tu vois. Je veux dire, OK, il y a quelqu'un qui va passer le relais, mais il faut faire la démarche d'aller chercher. Il faut avoir envie d'apprendre. Avoir envie d'apprendre. Après, voilà, je pense que ça passe par ce que véhiculent les acteurs aussi, en fait, tu vois. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu véhicules en fait ? Et la jeune génération, c'est du mimétisme un peu, tu vois. C'est-à-dire que si tu véhicules que l'aspect technique, c'est-à-dire bon, le but c'est d'être le plus fort, d'être le plus technique, bon ben les gamins ils vont reproduire ça et basta. Mais par contre, si tu fais des rappels en disant hey, tranquille, prends le temps, va pas trop vite parce qu'aujourd'hui, tu vois, justement pour revenir sur l'histoire des tutos, tout ça, pour prendre l'exemple de la production, du beatmaking. C'est bon, aujourd'hui, les types, YouTube, en 3 semaines, c'est bon, les gars, ils ont compris, tu vois. Ouais. Sauf qu'en fait, OK, t'es fort, pas de problème, c'est technique. Mais des fois, j'ai envie de dire doucement, essaie aussi d'apprendre, d'aller fouiner, quoi, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, au niveau du son, tu trouves tout, vraiment tout. Et voilà, je pense que c'est vraiment important de revenir à la base, de rappeler d'où ça vient, de faire un rappel des réalités sociale, tu vois, qu'il y a derrière tout ça, quoi. Voilà. Je sais pas si je fais une petite digression, mais je pense que ça reste. Ça répond bien à la question. Carrément. Je vois qu'on a eu un nouvel abonné, Cornéu, qui s'est abonné, qui nous dit salut l'équipe, ça fait plaisir cette nouvelle saison. J'espère que vous avez prévu un programme de fou. Ouais, et ben merci à toi de t'être abonné. Et t'inquiète, il y a plein de nouveautés. On en parlera un peu plus tard dans l'émission, mais ouais, cette saison 2 va être un peu différente. Et d'ailleurs, pour les gens qui nous regardent, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat si jamais vous avez des questions par rapport au sujet du jour à poser à nos invités directement. N'hésitez pas à les mettre dans le chat, on essaiera de répondre à tout. Et à utiliser vos Prime également. Si vous avez des abonnements Prime, n'hésitez surtout pas. Nous, ça nous aide. Ouais, ça soutient un petit peu le travail de l'asso. Du coup, alors toi, t'as répondu à ma question, mais je te laisse. Tu veux que je te la redise ou c'est Non, c'est bon. Je pense. Moi, je compléterais. Alors, je suis d'accord un peu aussi sur la responsabilité qu'on a en tant qu'animateur d'atelier, et je dirais que c'est ni à la fois juste l'aspect technique, ni à la fois juste les valeurs. Pour moi, le plus important dans les ateliers, ça sera le lien social et ce qui va se jouer vraiment au niveau de juste. Que la partie graffiti, finalement, c'est un prétexte à vivre quelque chose ensemble. Donc ça, c'est après moi mon objectif premier. Après, dans l'aspect vraiment transmission pédagogique, en effet, forcément, il y a le fond et la forme. Il faut que l'habillage technique, un petit peu découvrir la peinture à la bombe, pouvoir développer son lettrage, avoir quelque chose à dire, mettre son nom sur un mur, etc. Il aille avec un contenu, donc ça va avec les valeurs du graffiti, de pourquoi à un moment il y a quelqu'un qui a choisi de mettre son blast partout à tellement répétition que ça en est devenu un phénomène de mode, et à la fois justement le fait de pouvoir être plus pertinent en équipe, de choisir la meilleure place dans la ville, de pouvoir servir la ville comme un terrain de jeu, et finalement toutes les valeurs, tous les fondements, tout le contexte qu'il y a eu pour développer le graffiti, leur mettre un petit peu au moment de l'atelier et transmettre un petit moment le goût de ces valeurs-là, quoi. Mais voilà, j'ouvrais juste un petit peu ta question pour dire que en général, il y a tellement de conditions différentes aux ateliers que souvent l'objectif n'est pas de former des mini-graffeurs, mais de servir du graffiti pour de toute façon développer juste un moment humain et puis poser des petites graines qui ne seront pas des graines artistiques forcément, mais qui sont plutôt des choses de toute façon plus générales d'ouverture culturelle, de bienveillance, de travail en équipe, de développement de soi, d'intérêt général, quoi. Enfin, de questionnement personnel.
Mais c'est vrai qu'en fait, au-delà d'apprendre un art, que ce soit le graffiti, le beatmaking ou le rap, on apprend aussi je sais pas comment dire, mais des règles de vie un peu. Moi, je sais que ça m'arrive des fois quand j'arrive dans certains établissements, surtout quand je fais des ateliers avec des scolaires, où les gens me disent ouais, mais nous on est en cours, pourquoi tu viens nous apprendre du rap et qui voient pas forcément l'intérêt d'avoir cette partie-là au sein de la formation de, je sais pas, tu vois, j'interviens dans les trucs CFA, BTP, tu vois, ils sont en mode ouais, c'est cool, mais vas-y. Et j'essaie toujours de trouver, tu vois, un rapport avec un truc de la vie, de se dire, bah, là, je vais vous demander de rapper devant moi. Vous allez rapper un texte que vous allez peut-être trouver pété. Si vous êtes capable de rapper devant moi, quand vous allez passer dans des entretiens après, vous aurez cette aisance de se dire, c'est bon, j'ai rappé un truc pété devant un gars, devant toute la classe. Là, je peux parler devant un mec et d'essayer bah, comme tu dis, en fait, de trouver des choses qui vont servir dans plein de contextes différents via l'atelier que tu fais autour d'une technique qui est particulière et qui peut être différente suivant l'art qu'on fait. Donc, c'est un prétexte, comme tu disais, c'est un prétexte à autre chose en fait. Selon le contexte, là tu viens de citer les gars du BTP, tu vois, c'est un véhicule en fait pour que les mecs, tu vois, ils aient des outils pour être à l'aise après. C'est cool. Justement, en plus, c'est des filiales où justement, des fois, on a tendance à avoir des clichés sur ce côté où on va dire ouais, t'es dans le BTP, tu vas faire que du manuel en fait, tu vois. Et justement de les amener sur des trucs comme se former à l'oral, tu vois, à l'écriture et tout, je trouve que c'est cool d'avoir ce genre de truc au milieu du process du reste de ce qu'ils ont. Donc et du coup, vas-y, excuse-moi quand je t'ai coupé. Non, c'est ça, de toute façon, ça, c'est aussi se questionner sur nous, pourquoi on pratique une forme d'art, pourquoi je fais du graffiti, pourquoi tu fais du beatmaking, du rap. Et ce à quoi ça nous sert dans la vie, bah, de toute façon, le temps d'un atelier, on va essayer de, un petit peu par transparence, quoi. À travers la passion, on va essayer de dire, moi, ça m'a servi à ça dans la vie. Et du coup, peut-être que toi, tu peux te servir du graffiti pour ça aussi, mais peut-être que tu trouveras ton autre média pour ça. Mais comme on résumait, de toute façon, tout ça, c'est un prétexte. Et puis ça permet de montrer toutes les valeurs qu'il y a autour après pour grandir autrement, quoi. Après, il y a un autre aspect aussi qui est intéressant, tu vois, même pour le graphe, je pense que c'est-à-dire qu'il y a ce côté accessible, ce côté autodidacte qui fait que, tu vois, par exemple, si t'es jeune, t'as envie de faire une école de graphisme ou de ce que tu veux, des grandes écoles, et ben ça peut être des fois un biais en fait pour les gamins de dire ok, vas-y, je peux le faire, quoi, tu vois. Alors que même si tu prends la musique, c'est-à-dire que on est en France, il y a quand même cette culture de, tu vois, il faut faire une école de musique et ci et ça. Il y a le côté très classique, très institutionnel, on va dire, que moi, personnellement, voilà, des fois, j'ai du mal parce que plutôt dans ma jeunesse, tu vois, il y a des choses que j'accrochais pas. Je trouve que c'est aussi un cadre plus libre, en fait. Voilà, c'est un cadre plus libre. C'est une manière aussi de casser les codes, dire en fait non mais tu peux faire du son même si t'as pas fait de solfège en fait, tu vois, on s'en fout, enfin j'exagère un peu mais là dans ce cadre là, sois pas complexé par le fait de pas pouvoir apprendre la musique de façon classique. Et du coup des fois souvent t'as des gamins qui vont passer par ce biais là et en fait ils vont derrière vouloir apprendre la musique, tu vois, comment lire la musique, etc. Et je trouve que la culture hip-hop a vraiment cette particularité de, tu vois, comment dire, pas de démystifier, mais genre... d'être une porte d'entrée. D'être une porte d'entrée, tu vois, vraiment, vas-y, décomplexé. On s'en fout. Cette culture, de toute façon, elle est partie de rien, tu vois, avec très peu de moyens. Et du coup, je trouve que c'est aussi important de continuer à perpétuer ce truc-là, de pas que ça devienne pas un truc élitiste, tu vois. C'est-à-dire que... Et c'est ça, en fait, à un moment donné, je pense, ce truc-là, dans le rap, on peut le retrouver, où peut-être l'ancienne génération peut aussi avoir tendance à dire oui, par exemple, bon, lui, il rappe comme ça, mais son flow, il est comme si... Enfin, il a pas de flow, oui. En fait, je pense que c'est ça, en fait. Tu prends l'exemple de, tu vois, un mec comme Kobalade, au début, quand il est arrivé, ça faisait un peu bizarre, mais en fait, tu vois que le mec, il s'améliore aussi, quoi. Donc, je trouve que c'est bien d'être indulgent, tu vois, de dire, ok... Tu vois, il rentre par cette porte-là, mais il va rencontrer des gens, il va mûrir, il va apprendre la musique. Et je pense qu'on est tous passés par là. Au début, on a fait des trucs, c'était
on n'y connaissait rien. Tu mets ton logiciel, une carte son au début, tu sais pas comment ça marche. Tu es sur ton clavier, c'est quoi les gammes, tu sais même pas. Tu fais toi à l'oreille. C'est compliqué d'être bon en démarrant. En fait. Il faut que tu passes par des trucs pétés pour te former et améliorer ton truc. Donc exactement. C'est clair, c'est ça en fait. Pour moi, l'ADN pour moi de la transmission, c'est ça aussi, c'est de décomplexer, de dire t'inquiète, c'est pas, enfin, tu vas quand même apprendre des choses, même si t'as pas fait d'école de trucs, je sais pas quoi, tu vois. Est-ce que tu penses vraiment qu'il y a encore une espèce de prédominance d'un parcours classique et tout pour accéder à la musique ou format artistique ? Quand même un petit peu, parce que encore une fois, on est en France. Aux États-Unis, cette question elle se pose pas, tu vois, parce que la culture musicale est bien ancrée, tu vois. En France, il y a encore ce truc-là, mais c'est en train de bouger. C'est-à-dire que les institutions comprennent aussi l'intérêt de la chose, l'intérêt social aussi, tu vois. Donc voilà, après, moi je pense que c'est encore, tu vois, c'est encore ancré ce truc classique, et ça bouge. Moi je suis assez d'accord avec toi, je pense que... Vincent qui nous dit qu'au baladé, il faudrait lui expliquer qui sont Ayam et Bob Marley. Bah, tu vois, ça rejoint ce qu'il disait tout à l'heure sur le côté transmission. Est-ce que tu jettes la faute aux anciens qui auraient mal transmis, ou est-ce que tu mets la faute sur le jeune qui n'a pas forcément envie de s'informer sur ce qui s'est passé avant? Alors, comme tu dis, c'est... Je pense qu'il y a un peu des deux. Après, il y a aussi l'environnement qui joue. Selon l'environnement dans lequel tu as évolué, en fait, tu vas pas spontanément aller chercher l'info. Je veux dire, dans les chicards, tu as des gens, il y a des darons, ils n'ont pas le temps de faire de la transmission, tu vois. Enfin, j'exagère un peu, mais il faut avoir un grand frère ou un contexte qui t'amène, tu vois, à aller chercher à savoir que Ayam a sorti tel album en 97 et que c'est devenu un classique. Enfin, tu vois, le contexte joue pas mal aussi, et d'où l'importance on parlait de la technique ou tout ça, en fait, de ne pas rester, tu vois, que sur la technique, de dire avant de parler de ces disciplines, regarde telle chose, écoute tel truc, blablabla, blablabla, et après ta technique, tu vas la développer. Si tu kiffes vraiment ça, tu vas développer naturellement une technique, quoi. Tu vois. Mais après, je pense qu'il y a des jeunes qui s'en foutent aussi, tu vois. Mais après, tout le monde n'a pas une curiosité comme ça, aller chercher des infos sur un domaine précis. Il y a des gens qui... Après, c'est une histoire de passion. Je cherche pas ça forcément. Ouais. Mais je pense que tu as des gens qui sont passionnés par le rap, mais qui n'ont pas forcément envie de savoir ce qui s'est passé dans les années 90. Je pense que il y a eu un moment où ça a changé un peu dans le mood des jeunes, et je pense qu'il y a plein de jeunes qui s'en foutent aujourd'hui, tu vois. Ouais, mais ça fait tout le temps que ça existe. Ouais, je pense qu'il y a ça aussi, peut-être. Depuis les années 70, forcément, il y a tellement de générations qui sont passées maintenant par la découverte de la culture graffiti, qu'on est forcément obligé de reconnaître maintenant que c'est un art majeur qui concerne tout le monde, tellement de personnes sur la planète. Et en même temps, on est tellement détaché maintenant du point de départ, je pense, que forcément revenir s'intéresser au début, c'est faire trop de chemin en arrière. Ouais. Et c'est plus facile de se tourner que sur l'actualité, je pense. Ouais, on arrive à un moment où ça fait tellement de temps que ça existe que bien sûr. qu'il y a certaines choses qui sont désormais acquises, qui à l'époque n'étaient pas autant acquises, etc., etc. Et du coup, de me sortir de ce pas-là, tu vas acheter sa parole, du coup. Ouais, non, mais en fait, non, je vais rebondir sur ce que tu dis. C'est que... Plus s'intéresser autant à ce qu'il y avait avant. Bien sûr, mais après, je pars du principe que quand tu rentres dans une discipline, il y a un minimum, quoi. Tu vois, comme dirait l'autre, si tu fais du reggae, tu connais pas Bob Marley, c'est chaud, frère. Enfin, je suis désolé, tu vois. J'exagère un peu, mais il y a quand même un côté, même sans parler de ça, c'est, tu vois, dans la démarche de renouvellement, c'est-à-dire que, tu vois, c'est comme un mec qui fait des arts martiaux, tu vois, il va regarder, tu vois, tous les katas qui ont eu avant, tu vois, il sait, tu vois, il va puiser dans le passé, il va puiser dans le présent. Et c'est plus pour ça, en fait, c'est pas une histoire de il faut absolument tout connaître, tout maîtriser, machin, tout ça, mais c'est plus dans le ok, je sais de quoi je parle, tu vois, je suis dans un domaine, je sais de quoi je parle, et je peux sortir tous les flows. Si on reprend les mecs dans le rap, t'as des mecs aujourd'hui, ils ont évolué dans les années 2000, donc ils sont capables de poser sur des prods boom bap, mais ils peuvent poser sur de la trap, comme sur des trucs, comment ça s'appelle, Jersey, je sais pas quoi, là, enfin... Tu vois, et pour moi, ceux-là, ils ont tout gagné parce qu'ils n'ont pas à négliger le passé, en fait. Après, je pose la question, j'ai pas la réponse. Est-ce que la nouvelle génération, et après est-ce qu'ils ont ce truc, si
voilà, tu leur files une prod boom bap, est-ce qu'ils seront, si demain la tendance elle tourne complètement, que ça revient en arrière de ouf, est-ce qu'ils vont savoir rapper dessus ou pas? Ouais, je vois ce que tu veux vois ce que je veux dire? C'est une histoire de kata en fait, d'avoir plein de techniques différentes parce que t'as fait l'effort d'aller checker ce qui s'est fait avant. Et ça se peut, il y a un Kemé de 85, il a un flow de ouf, il a une technique de ouf qui va, toi, dans l'actualité, va ramener un truc différent en fait. C'est qu'une histoire de kata, tu vois. Enfin, voilà. Après, ouais, je te rejoins là-dessus. Je pense qu'il y a plus d'anciens qui ont appris à se mettre à jour que de neugeux qui essayent d'être dans des codes ouais, c'est ça, tu vois. Complètement. Donc, après, ça n'empêche pas qu'il y avait des anciens qui étaient pétés aussi, tu vois. Ah, mais bien sûr, c'est une réalité. Il y a eu des gens pétés à toutes les époques et dans toutes les disciplines, clairement. Mais pour moi, c'est une palette, en fait. C'est-à-dire qu'on t'offre plein de possibilités. Et je trouve ça dommage de ne pas être curieux, tu vois, ne serait-ce que dans le développement de ta technique, de ne pas aller t'intéresser à ce qui s'est fait avant. Je suis d'accord. Ouais. T'avais une question dans le chat? Oui, on a Suprême Jojo qui nous dit: la transmission a-t-elle donné un sens à votre discipline? Ah, elle est intéressante cette question. Pas mal. Alors moi, ma discipline, pas du tout, parce que de toute façon, je fais du graffiti même sans transmission, sans atelier. Par contre, elle a donné un sens à ma vie professionnelle, parce qu'à un moment, ma passion a pu devenir aussi ma vie professionnelle, parce qu'il y a, je dirais, 50% de mes projets, mes prestations qui sont des ateliers, des temps de transmission. Donc elle me permet aujourd'hui de vivre ma vie grâce à notamment des ateliers où je me sers de tout ce que j'ai appris dans ma boîte à outils de graffiti pour m'en servir dans ces ateliers. Donc voilà, ça a donné du sens de ce côté-là. Après, à ma discipline, pas forcément, parce que je continue de m'enrichir de toute façon dans ma pratique à travers les ateliers que je fais, la façon de pouvoir expliquer, donner le vocabulaire, comment je vais détailler, décortiquer une lettre en le faisant à des débutants, à des personnes qui veulent s'initier. Je vais me réinterroger sur certaines choses, je vais me rester à jour, continuer à rester éveillé, de me former un petit peu, donc ça enrichit. Mais je ne ferai pas d'atelier, je pense que de toute façon, je le conserverai dans ma pratique de toute façon au quotidien, d'aller peindre, d'aller regarder ce qui se fait en peinture, d'aller participer à des festivals, d'aller rencontrer d'autres personnes, etc. Ok. Et toi, du coup? Ben oui, un petit peu quand même. Un petit peu parce que, comment dire, quand tu es dans une démarche de transmission, je pense que tu réfléchis à des manières, des manières pertinentes tu vois, d'amener ton art en fait. Et je trouve ça intéressant, c'est-à-dire qu'il faut que tu sois efficace dans le fait de transmettre le truc, tu vois. Et moi, je pense que oui, dans ma façon de travailler, quand je fais du son, il y a des choses que j'ai testées en atelier où je me suis dit, ah ok, en fait, ok, tu vois. Ou même, je vais prendre le temps d'approfondir un truc en particulier parce que je vais faire une démo pour illustrer le truc. Et en fait, des fois, ça va débloquer, ça peut débloquer des choses personnellement, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, voilà. Moi, je sais que ça m'a permis de kiffer des trucs que je kiffais pas spécialement. Si. Parce que, justement, le fait de donner des ateliers à des plus jeunes qui n'ont pas les mêmes playlists que moi, t'es obligé de te mettre, en tout cas dans ma pratique, j'étais obligé de me mettre un peu dans leur mood pour leur proposer quelque chose qui n'est pas totalement contradictoire avec ce qu'ils écoutent. Et du coup, là, j'ai pas forcément d'artistes qui me viennent en tête, mais je sais qu'il y avait des rappeurs que j'écoutais pas spécialement ou que j'étais pas à fond dans le truc et qui étaient des trucs vachement écoutés par les jeunes que j'avais en atelier et que du coup, je me mettais dans ce mood d'écouter ça pour aller dans leur direction et que je me suis surpris à kiffer ces sons-là et que maintenant, c'est des trucs que moi, je vais écouter quand je suis dans la voiture, machin. Et donc, du coup, je vais pas dire que ça a donné du sens à ma discipline. Ça ouvre. Ouais, mais c'est ça, mais ça m'a fait m'ouvrir. Parce que sinon, je te rejoins pas mal sur le côté où les ateliers, ça a permis de vivre de ça, en fait, tout simplement. Et déjà, c'est un truc énorme, ça fait une grosse diff, en fait, avec le avant où tu galères, tu fais ton art, mais c'est compliqué financièrement. Donc ouais, je dirais plus ça, que ça m'a ouvert à des trucs auxquels j'étais un peu fermé d'esprit à une époque et que du coup ça me force à être un peu plus à l'écoute de ce que les jeunes kiffent aujourd'hui. J'ai l'impression d'être un yeuf de ouf quand je parle là, c'est chaud. Après, de toute façon, en fait, dans le process pédagogique, tu es un peu obligé de trouver le fil que tu vas tirer, quoi, parce que
Si tu arrives en mode direct, écoute, moi je vais t'apprendre c'est quoi le vrai rap ou le vrai truc, tu les as perdus. Donc tu es obligé de trouver un. Ok, vous écoutez quoi? Ah, j'écoute ça. Ok, eh ben, vous savez, ce mec-là, en fait, c'est un petit de telle personne, son flow il vient de là, blablabla. Ou tu vois ce que je veux dire? Je trouve que c'est aussi une manière de justifier ce travail de transmission de ce qu'il y a eu avant aussi, quoi. Parce que voilà, t'arrives toujours à faire un lien entre un gars actuel et un mec qui était là avant, tu vois. Donc je trouve que c'est bien de... Et puis tu t'adaptes aussi en fonction du public, parce que je sais que moi je vais donner des ateliers à des très jeunes des fois dans des écoles primaires, donc du coup bah là ça va vraiment être c'est des gamins qui écoutent ce qui passe à la radio quand ils sont dans la voiture avec les parents, donc vraiment le mainstream, tu vois, ça va être Maître Gims, Big Flo Oli, Soprano, enfin tout ce qui est adapté, tu vois, à des gamins de cet âge-là, et donc du coup bah tu vas être obligé d'aller chercher dans ces artistes-là. Ah, tu vois, là, ce morceau de Maître Gims, bah là, il a fait une assonance, tu vois. Ça, c'est une assonance. Tu vas donner des exemples avec eux. Et après, je vais en milieu carcéral, où là, du coup, c'est pas du tout la même playlist. Et du coup, bah, pareil, tu vois, je vais avoir la même démarche. Et là, depuis peu, je fais les EHPAD aussi. Et donc là, je vais leur donner l'exemple de Grand Corps Malade, tu vois, je vais passer par d'autres branches. Et tu vois, Grand Corps Malade, bah, chercher des exemples. J'avais toujours eu du mal de ouf avec Grand Corps Malade. J'avais jamais vraiment écouté parce que la forme m'attirait pas spécialement. Et quand je me suis mis à bosser en EHPAD, vu que c'était un peu le seul artiste, même si c'est pas du rap, tu vois, mais c'est l'accroche. C'était la porte d'entrée. Ouais, c'est ça. C'est un peu la seule référence qu'ils avaient. Du coup, j'ai travaillé un peu en me basant sur des trucs de Grand Corps Malade et je me suis mis à écouter premier degré et à kiffer certains trucs, alors que tu vois, si j'étais pas passé par les EHPAD, peut-être que jamais j'aurais adhéré à ce truc-là. Donc, c'est sûr. On a une autre question du chat. Avec toutes les influences de maintenant, est-il plus compliqué aujourd'hui de gagner l'autorité auprès des jeunes pour assurer une bonne transmission? Pas facile celle-là. Qui veut se lancer? Pas le mot influence après de... Ouais, Jojo, il aime bien poser des questions complexes. Souvent des questions un peu... C'est une question de... Vous avez 3 heures. Ouais, c'est quoi la fin de la question? D'assistance sociale, ça. Est-il plus compliqué aujourd'hui de gagner l'autorité auprès des jeunes pour assurer une bonne transmission? C'est aussi la question, faut-il avoir l'autorité pour pouvoir transmettre un message, quoi? Ouais, c'est ça. C'est vrai. Est-ce que la transmission est plus difficile aujourd'hui Ouais, c'est peut-être un peu ça. Moi, je comprends les jeunes plus comme qui ça. sortaient du conservatoire. Ouais, enfin, je sais pas ce que ça sous-entend, mais moi, je vois ça comme un genre, ouais, est-ce qu'aujourd'hui c'est plus compliqué en fait? Mais après. Je pense que en soi, c'est un peu ce que j'ai dit juste avant. Ça, mais en fait, il faut s'adapter, il faut savoir. C'est le rôle. Le côté où du coup les jeunes ont des playlists différentes. Enfin, les publics que je vois en atelier ont des playlists différentes de par si c'est des jeunes de primaire, des gars en prison ou des anciens en EHPAD. Et du coup, bah forcément, ils ont des influences différentes et du coup, tu adaptes ton contenu aux jeunes, aux personnes que tu as devant toi. C'est peut-être un peu différent pour le graphe, je pense, que la musique. Du coup, c'est. Enfin, je sais pas, peut-être que je dis n'importe quoi, mais. Bah, je vais pas leur demander forcément. Enfin, je peux démarrer un atelier en disant, ok. Demain, vous revenez en regardant autour de chez vous, vous ramenez 3 noms de blazes que vous avez vus. Et on peut partir de là et puis décortiquer à travers ça les différents types de lettrage, comment les murs sont un livre d'or, etc. Mais j'ai pas besoin de me baser sur l'actuel pour parler du passé ou l'inverse. Parce que de toute façon, il y a l'outil créatif qui sera... choisir un blaze et puis savoir le décliner avec une forme artistique pour le mettre sur un mur. Mais de toute façon, la partie autorité, je dirais que c'est pas la bonne façon de pouvoir justifier ou pas une bonne transmission, parce que le côté discipline ou autorité, pour moi, il est nécessaire que si tu as pêché un petit peu dans la partie pédagogique, quoi. En général, du coup j'enchaîne, je sais pas si ça répondra à ta question, Jojo, mais en général, quand je fais un atelier, souvent c'est des personnes qui sont volontaires aussi pour atelier, où c'est un côté très confortable parce que j'arrive sur une courte période avec un support un petit peu original, un petit peu innovant. Et après je repars, donc tous les problèmes des fois un petit peu de lien dans une classe, de problèmes de discipline, de prise de parole ou autre, en général le temps de l'atelier finalement il peut ne pas exister parce que
vu que l'activité sera originale, finalement ça va passer. Ça va même permettre de révéler d'autres personnes qui d'habitude ne brillent pas dans une classe. On peut la parole, sont pas à l'aise, etc. Donc ça c'est super bien. Et finalement le côté autorité, ça serait juste remettre de la forme sur un contenu qui avait un socle pas assez solide. En général, il n'y a pas forcément besoin. Surtout que ça arrive souvent qu'en tant qu'intervenant, on soit en plus on travaille en partenariat avec les professeurs qui soient là, les éducs, les travailleurs de rue, les responsables d'associations, des structures, etc. Donc souvent on n'a pas cette partie un petit peu cadre autoritaire à poser. Donc voilà, Jojo, pour répondre à ta question, je dirais qu'aujourd'hui il n'y a pas forcément besoin de mêler autorité pour avoir une transmission qui soit abordable et profonde, quoi. Ça, en fait, si tu arrives à intéresser les gens à travers tes paroles et les activités que tu leur proposes, il n'y a pas vraiment besoin d'autorité, en fait. Puis je pense même que c'est... je rejoins ce que tu dis, vu qu'on arrive dans un contexte qui est différent, on n'est pas leurs profs, on n'est pas leurs éducs, on est un mec qui vient pendant quelques temps proposer quelque chose de différent. Du coup, on n'a pas ce cadre d'autorité sur eux que leur prof peut avoir. Et du coup, on est perçu différemment par les gens à qui on donne l'atelier. Et du coup, le lien est différent et il y a moins ce côté... t'as pas forcément besoin d'autorité. Tu brises le lien, celui qui décline un contenu, l'autre qui doit juste apprendre pour restituer. Tu peux briser un petit peu les codes le temps de ton atelier. Donc, en général, ça permet de changer un petit peu la donne. Ouais. Après, des fois, ça dépend aussi des tranches d'âge. Tu vois, il y a des tranches d'âge où, tu vois, faut trouver les mots, faut trouver les formes pour justement ne pas aussi perdre le fil. Parce que du coup, tu peux être dans ce truc de je suis pas un prof, donc il faut que je sois en mode cool. Enfin, tu peux vite tomber dans le piège aussi, quoi, selon le public que tu as. Tu peux vite tomber dans ce piège de je suis pas là pour faire office d'autorité. Donc c'est un équilibre, fait trouver un juste équilibre de ok, je vais pas me laisser déborder, mais en même temps je suis pas là pour les engueuler, quoi. Donc je trouve que ça dépend de la tranche d'âge et de l'environnement, en fait. Donc et de la durée des ateliers aussi, parce que comme il disait, tu vois, souvent on est là pour une courte période. Moi je sais que ça m'est arrivé là depuis assez récemment de mener des ateliers sur une période d'année scolaire. Et je trouve que c'est plus compliqué parce que quand tu arrives vers la fin de l'année, il y a une relation qui s'est créée avec les jeunes où du coup, c'est pas du disrespect, mais tu vois, c'est bon, ça fait un an que t'es avec eux, ils sont plus à l'aise et du coup ça va plus vite dériver, alors que quand tu viens pour une semaine de stage, tu vois, ils ont pas le temps de créer ce lien qui fait que ils vont dire ouais c'est bon, c'est mon pote, je vais me permettre de... Donc ouais, je pense que comme tu dis, l'âge, enfin le public, l'âge et la durée de l'atelier fait que du coup tu mènes le truc différemment. Après un gamin il a toujours tendance à tester un peu, tu vois. Jusqu'où je peux aller, donc tu vois. Après ça, c'est une histoire de posture aussi, quoi. Quand tu arrives dans une certaine posture, je pense que ça peut déjà instaurer un cadre qui fait que il est là pour kiffer, mais il sait qu'il faut pas qu'il fasse n'importe quoi non plus, quoi. Ouais, de posture et puis de compétences d'animateur, je dirais, parce que tu peux être un super bon graffeur ou rappeur ou autre, et finalement ne pas être à l'aise dans un atelier. Complètement. Parce que ça demande d'autres compétences que tu n'as pas forcément que dans ton domaine artistique et que tu apprends aussi en faisant ce boulot, quoi. Ouais, complètement. Et du coup, en effet, la posture, c'est un des outils justement de l'animateur. Rythmer la séance, rythmer la longévité de tes ateliers. Tout ce genre de choses sont des choses qui s'apprennent, soit avec l'expérience, soit vraiment en formation. Et tout, quoi. C'est clair. C'est un boulot. Et puis, comme tu dis, à l'inverse aussi, tu peux avoir des bons pédagogues qui sont pas forcément des monstres de l'art, tu vois. Pas du tout. Il y a plein les deux sont... Il y a plein de profs d'art plastique qui font maintenant des petites parties, des petits cursus sur la partie graffiti, par exemple en histoire de l'art, avec leur lycée en spécialité art plastique ou autre, finalement qui ne sont pas du tout spécialistes de cette partie graffiti, donc ils peuvent être super forts sur la partie pédagogie, un petit peu moins sur le contenu. Et puis nous, en tant qu'animateurs spécialisés, on doit pouvoir être assez fort un peu sur tous les domaines, quoi. C'est un vrai boulot, hein. Ouais, pédagogie, c'est du taf. Ça chôme pas. Non. Ça chôme pas. Il y a d'autres questions. On a Suprême Jojo qui vous remercie pour vos réponses. Et Vincenz qui nous dit qu'il faut transmettre les vraies valeurs du rap et venir avec un flingue. Ouais, mais Vincenz, il est dans l'extrême. J'ai des anecdotes que je sortirai pas ici où Vincenz, il clash des élèves devant les profs en mode rap contender et tout. Est-ce qu'on passerait pas au jeu? Ça fait à peu près 50 minutes qu'on a commencé l'émission. Allez, c'est parti pour le jeu. Et allez, petit jingle.
Tenez, je vous donne des petites ardoises, les gars. Merci. On a mis du budget cette saison, on a des ardoises maintenant pour les jeux, histoire que ça soit un peu plus... Pour de faire des petits tags. Histoire que ce soit plus réglo. Ouais, bah vas-y, fais-toi plaisir. Hein. Fais-toi plaisir. Voilà, tout le monde a son ardoise. C'est bon. Du coup, je peux te laisser afficher les règles, John. Donc c'est le jeu des pochettes. Les règles, en gros, il y a 3 pochettes à chaque fois. Il faut trouver laquelle est l'original. Il y a 1 point par bonne réponse. Et celui qui a le plus de points à la fin gagne. Donc c'est assez simple. Okay. Est-ce que vous êtes prêts? Yes. Ça y est, on voit les, Okay. on voit les élèves dissipés là à côté. Là. Eh ben, on commence avec la première pochette. La pochette d'un album de John Legend, Love in the Future. Ok. Et il va falloir trouver laquelle est l'original. Alors on n'a pas fait un... Enfin, je vais te laisser le dire parce qu'après les gens vont croire que je sais ce que c'est les pochettes. Mais du coup on n'a pas fait un truc spé rap et hip-hop. Effectivement. C'est un peu tous les styles. Il y a du rap, il y a des choses un peu plus mainstream, il y a de l'électro, il y a un peu de tout. Ok. On met son résultat ou il y a moyen d'un petit peu essayer de voir les idées des uns des Vous autres? pouvez discuter. Hein. Oh, on a le droit Après, de parler. On a le droit de parler. Alors moi je connais l'album, mais par contre j'ai un gros doute sur laquelle est la vraie cover. On est sur de la rose rouge, ok. Alors les diffs. Moi j'aurais... Alors... Est-ce qu'on peut avoir un indice année de parution de l'album? Ou pas? je l'ai pas, donc je saurais pas te dire. Moi j'aurais dit que cet album il est sorti en 2014-2015. C'est dans ces eaux-là, Un truc comme ça. Love is the Future, c'est ça? C'est ça. Love in the Future. Ouais. Moi je trouve que la 3 fait très fake. La 3 fait fake, ouais, c'est vrai. Et moi j'aurais dit la 2 aussi fake un peu. Mais... Moi j'hésite entre les deux premières, mais je trouve que la 3 en tout cas fait très fake. Il est sorti le 30 août 2013, l'album. 2013, ok. Ok. Ah, John à la régie, faut que tu sois plus vif. Hein. Du coup c'est bon, tout le monde a son Yes. résultat? On peut montrer? Eh ben allez-y. Allez vas-y. C'est bon, je sais pas si on voit Du bien. quoi, La 1 aussi, alors. Tout le monde. T'as mis la une toi aussi? Ouais, j'ai mis la 1 aussi. Ok. Eh ben c'était bien la une. Ok. Allez, là. Ok. Un point chacun. On commence sur les chapeaux de roue. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et on passe à la deuxième, du coup, un album de Bruno Mars, Do Wops and Hooligans. Je connais direct. Ouais, t'as triché ou pas? T'as regardé? Non. Ouais, celle-là, cet album, je l'ai saigné, donc ouais, là, j'ai pas de doute. Enfin, Tu l'avais saigné avec la pochette sous les yeux? bah, tu sais, Tu l'as vu suffisamment sur le fond d'écran de... tu sais, je suis assez visuel. Genre, quand j'écoute un album, je retiens très vite la cover, tu vois. Ok. Et pensez à bien noter vos scores hein, dans le chat, on voudra les connaître à la fin. Yes. C'est bon pour vous? Yes. Ouais, vas-y, je tente. Ok. J'ai Allez, tenté 3 c'est aussi. parti. Ouais. 3 et 3. Allez. Et c'était bien la 3. Magnifique. Premier album de Bruno Mars, je crois. Il me semble. Je crois que c'est son premier album. Et ben 2 points chacun. Magnifique. Un sans faute pour l'instant. C'est beau. Est-ce que ça va continuer? On enchaîne avec un album de Drake. If you're reading this, it's too late. C'est dur. C'est le diplôme de fin d'année pour les spécialistes d'écriture. C'est 1 ou 3, ça. Les profilers. Celle-ci est pas évidente. Ça cogite. Hein. Ouais, ça cogite dur. Ça cogite dur. C'est bon pour toi? Ok. Number Ok. one. Allez, vas-y. Et la 3. Et ben c'était la 3. Et qui a T'as eu... mis quoi toi? Ah, t'as mis la 3 toi? Yes, Ok. bien vu. Alors, on Ouais, a faut quelqu'un J'ai mis la 1. on a quelqu'un qui prend la tête du jeu là, attention. C'est la typo un peu la plus il est street, chaud. quoi. Celle du milieu était trop. Ouais, celle du milieu c'était Ouais, sûr, c'était trop mais, droit. Je trouvais que celle de la 3, je sais pas, me semblait vraiment trop paint, tu vois, mais... Et justement, en fait, si on regarde de près sur la 3, il y a vraiment un peu des effets de marqueur avec des différentes opacités. Ok. Et du coup, c'était plus dur à refaire. Donc, Ok. mais je vous interdis de vous approcher. Hein. Ah ouais. On passe à la 4. L'album de Roth, Le Code de l'horreur.
Pouah. Ouais, on mettra une petite musique d'ambiance la prochaine fois Ah ouais, il faudra. pour combler le moment où ça cogite. Une question de marketing là. Faut-il mettre le nom de l'album sur la cover? Ouais, tu m'as fait... tu m'as fait un petit frisson là. Ça, c'est les gentils. Vas-y. Vas-y. Moi je dis ça. Ah bah ok. 1, 2, 3. Et Attention. là, hein. ça se démarque. Et c'était la 3. Ah shit, il est trop Oh fort. là là, Fois, ça prend la tête dure. Hein. ça commence à Sur les albums de rap. Ah, tu vraiment prends des s'échapper. points. La 2 avec, j'ai pas le souvenir qu'il y avait le titre. Ouais, pour moi c'était la 1 ou la 3. Ah, j'avais fait le petit piège d'en mettre 2 du même côté, c'était pas la vraie. Ah, c'est ça qui m'a rendu un erreur. mais c'est ça. enfoiré. Et du coup, on a 4 points et 2, il me semble. Donc on passe à la suivante, l'album X de Ed Sheeran. Celle-là, je l'ai Voilà, c'est direct encore aussi. une histoire de couleur. hein. Vous cachez, tu sais, j'entends le bruit de tes crêpes. Mais ce serait pas très sport après. Faut que j'ai... ok, j'ai retenu. J'écrirai en dernier la prochaine fois. Ouais. Franchement, en bleu, c'est joli, mais à 2, ça fait trop Bruno Mars, du coup, ça même. C'est un bon argument. Vas-y. 1, 2, 3 aussi. 3 Il y en a pour tout le monde. et là c'est 2. Ouais. Et ben c'était la 1. Yes. Yes, papa. De quoi? C'est toi qui as bien. Ouais, C'est ça. C'est moi, Donc, c'est ça moi qui ai fait un point. 4, 2, 3 les scores. Et on passe à la 6e. L'album Janine de l'Homme Pâle. Pff, Là, j'ai tenté un truc, mais j'ai eu un peu plus de mal à faire des trucs crédibles. On va voir si ça marche. J'en sais rien du tout. Merci pour le sub, Muro. C'est bon pour vous? Ouais, je sais pas. Ah ouais? Un doute. La 2, la 1 et la 2. La 2, ouais. Et c'était bien la 2, effectivement. Ok. Ah, comme quoi c'était crédible. C'est Ah, très franchement, dit, là, tout à fait. Tu fais un travail formidable. Là, je connaissais pas trop celle-là, donc j'avoue que... Donc on est à 5 de 4. Wow. L'album Funk Wave Bounce volume 1 de Calvin Harris. Ah là, ouais, là. Ah, Il y a des fois où j'ai moins d'idées. Déjà, je vois même pas la diff entre la 1 et la 2, moi. Alors regarde les textes. Ils sont pas aux mêmes endroits. Un... Wow. Taille de la photo. Aussi. Ah, pardon. à mon tour. On est sur la 3, la 1 et la 2. Et c'était la 1. Ah, ça recolle au One peloton. point. Ouais, vite fait. Ça rattrape. On peut pas rattraper d'homme, mais là, il est trop loin. 5, 3, 4 du coup. Et on passe à la 8. L'album Songs for the Deaf, The Diff d'ailleurs, de Queens of the Stone Age. Ah, j'ai mis un peu de tout. Sur de la fourche. Ouais, ça le joue pas grand Ah, chose. celle-là, c'est pas évident. Il faut connaître. La quoi. 2 me paraît bizarre. C'est beaucoup trop panneau cinétique. Ouais, je sais pas. Trop gératoire. Dédoublement de voix. Classique, ça ferait trop belle début. Song Quoi. for La the 3, Deaf, on c'est- est sur une lyre Y. Quoi. The Diff, c'est quoi? Genre, ça veut dire quoi? Sourd, Def. il me semble. Si je dis pas de bêtises. Ok. Ça aurait pu donner un indice, mais ça n'en donne pas du coup. Effectivement, ça... Ouais, Ah, j'ai la confirmation dans le chat, ça veut bien dire ça. ça veut dire sourd? Ouais. Ok. Allez, hein, on va mettre ça. Hein. 1, 3 et
3. Eh ben, il n'y a pas de bonne réponse. Il était bizarre. Ok, C'était bien un bidon sur l'image. très bien. C'est pour ça que j'ai mis des tridents, parce que c'est plus commun. Ah ouais, là... Et on passe à la suivante. Ah, mais on voit pas les propositions dans le chat aussi parce que les Ah bah ouais, sinon ça les serait... gars sont chauds. Et oui, oui. Ouais, tu t'es amusé Ah, sur celle-là, là. Ah, punaise. Excellent. L'album Ok. This Is All Yours de Alt J ou Alt J. Je sais pas comment on dit. Alt J. Bah là, les gars, Ah là, faut connaître quoi. Faut connaître. c'est du hasard un peu. Hein. La 2 me paraît trop... Il y a trop de blanc. Je sais pas. C'est nul comme Du coup, c'est argument. la 2. C'est nul comme argument, mais je vais dire il y a trop de blanc sur la 2. Allez. C'est bon pour vous aussi? Yes. Ouais. Et ben vous avez l'œil parce que c'est la 2. Waouh. Personne. Personne. Il y avait trop de blanc. pour que ce soit une couverture. Putain, donc mes arguments sont vraiment nuls. Là. Faut peut-être penser à l'envers. Il y a Ouais, peut-être un c'est ça, truc à- C'est ça. Et on passe au dernier album, l'album System of a Down de System of a Down. Ah ouais, t'es parti loin là je encore. me suis amusé sur celle-là. Toi, tu l'as direct. On verra. Ah ouais, ouais. Je tente le bluff, je tente le gars Ah ouais, assuré. ouais, ok. C'est la 4, c'est un piège, tout ça. Allez, vas-y, Ouais, mais c'est bon. ouais. Ce qui me semble le plus crédible, c'est la 3, moi. Je dirais 3. Et allez, on est à 2, 3, 3. Et c'était bien la 3, effectivement. Aïe. Ce qui nous donne... Bah, Dahomey et Topaz. Donc 6, 4, 4. Et on a un On vainqueur. termine sur un ex-aequo. Magnifique. Bravo. Il n'y a pas de dernier. Bravo à tous. Bravo à tous. Vraiment, vraiment. C'est Dahomey qui l'emporte. Bravo. C'est beau. Donc n'hésitez pas à partager votre score dans le chat. Qui a fait un 10 sur 10? Est-ce qu'il y en a? Qui fait 10 sur 10 là, c'est chaud. Hein. Portable en plein Et du coup, vous avez gagné le droit de repartir avec votre mug à la fin de Ah, l'émission. excellent. Le petit Trop mug bien. tea time. Alors, lequel est le bon mug? Parce qu'il y a un piège parmi les 4. Il y a un mug piégé. Tac. Vas-y, attends, je vais reprendre la petite craie, je vais ranger ça là. Est-ce que tu passes beaucoup de temps à refaire les pièges? Les covers comme ça, là, quand Ça dépend lesquels. Ça, C'est chiadé, hein, c'est bien. la première avec les roses, j'ai pris pas mal de temps. La dernière aussi, pour trouver justement que ça colle bien avec l'esthétique. Le grain des mains et tout. c'est ça. Ouais, ok. Et il y en a certaines, c'est pour ça qu'il y en a certaines, c'est des swap colors simples, Ouais, Comme, ou des changements de texte. histoire taille. que ça, il y en ait des Tu pas passes trop longs. une semaine. Et voilà, les changements de texte, voilà, il y en a. Ouais. J'essaye d'équilibrer, d'avoir un peu des deux à chaque fois. Ok. Je vois qu'il y a quelqu'un qui dit j'ai fait 6, je veux un mug. Ouais, j'ai vu ça. Je lui offre son mug s'il veut, il n'y a pas de souci. Aïe. Il fallait faire 10 pour avoir un mug, désolé. Ah, peut-être un jour on aura une boutique Bientôt. où on vendra C'est les ça. mugs. Courra. Bon allez, on revient sur le débat. Alors du coup, je regarde un peu les notes qu'on avait pris pour voir de quoi on a déjà parlé. Bah tiens, ça on en a pas trop. Est-ce que vous donnez, genre la fréquence des ateliers, vous en donnez? T'as dit que toi tu faisais à peu près 50%, mais on se rend pas compte de ce que ça peut donner. Genre sur une année, vous donnez des ateliers genre toutes les semaines, plus occasionnels, vraiment tous les jours. C'est quoi la fréquence à peu près de Ça, c'est dur, ça. Très aléatoire. Ouais, je dirais la même chose. Je dirais aléatoire de ouf. Je pense qu'il y a- ouais. Ouais, moi, ça jouait plus sur les vacances scolaires, Ok. forcément. Mais après, franchement, c'est dur à dire. Je te jure. Ok. Donc ouais, Ouais. plus sur des parties de l'année quoi. Genre les Ouais, vacances ça va scolaires. être ciblé, quoi. Je pense que ça va être pareil pour tout le monde. Les projets pédagogiques, c'est... Ouais, c'est ça. Selon les établissements, il y a des subventions qui doivent être faites des fois, genre avant l'année civile d'après. Mhm. Des fois, il y a des ateliers qui débarquent un peu au dernier moment, en novembre-décembre. Ouais. Alors qu'il y a d'autres établissements, genre élémentaires ou autres institutions, justement, le début d'année scolaire, c'est pas trop le bon moment. Et puis, je dirais après un peu dans le dernier trimestre en général de l'année, quoi, au printemps, quand on arrive à partir de mars à juin, en général, il y a pas mal aussi d'ateliers avec des temps forts qui se font. Donc c'est assez saisonnier comme boulot, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, j'avoue que c'est beaucoup. Ouais. Beaucoup
les vacances scolaires. Des fois sur les mercredis après-midi, mais souvent ça se concentre sur une période, quoi. Genre, je vais en faire 2, 3 d'affilée, tu vois, sur les vacances scolaires. Genre, je sais pas, là, vacances de Toussaint, je vais en faire 2. Et la semaine prochaine, j'en fais 2, et après, c'est reparti, quoi. Voilà. C'est sûr que c'est une fréquence un petit peu, des fois les samedis, les mercredis après, les vacances scolaires. Est-ce que vous là, cette année, vous avez des ateliers toute l'année, comme tu parlais tout à l'heure, genre tous les mercredis pendant 1, 2, 3 trimestres? Non, moi, pas spécialement. Franchement, ça va être une demande spécifique. Vraiment sur des temps de, tu vois, si on parle des accueils de loisirs, ça va être, voilà, on peut faire 3 demi-journées. Est-ce que tu es chaud pour venir faire ça? C'est souvent sur ce genre de... Après, évidemment, tu as l'été aussi, enfin, le début de l'été, tu vois, juin, c'est encore des périodes où il y a encore du monde. Après, mi-juillet, août, après, là, ça se calme de ouf. Après, c'est fini, il n'y a plus grand monde. Septembre, ça se calme de ouf. Ouais. Mais non, moi, en général, ça se concentre sur les vacances scolaires à chaque fois. Ok. Ouais. Moi, c'est vraiment... ça démarre novembre, à peu près, le gros rush, jusqu'à, comme tu disais... avril-mai, où là j'ai un peu toutes les fins d'atelier avec les restitutions. En tout cas pour les parties scolaires, quoi, où je mène des trucs. Oui. Là, la plupart des projets commencent pour moi fin novembre, début décembre, et que après je vais les suivre jusqu'à le rendu du projet qui va tomber. Des fois des trucs commencent. Les premières restitutions, ça vient vers mars, et après ça s'échelonne jusqu'à fin juin, tu vois, à peu près. Mais ouais, moi c'est pareil, genre août-septembre, c'est la période creuse. C'est calme. Vacances de Noël aussi, moi je bosse jamais en général. Il n'y a pas grand chose. Peut-être à la limite la première semaine. Ouais. Ça m'est déjà arrivé des fois sur la première semaine, mais en général c'est assez calme. Hein. Franchement, à partir de janvier, donc tu as les vacances de février, donc voilà, les vacances d'avril, après le début de l'été, on va dire, pour moi c'est les 3 périodes où je vais avoir le plus d'ateliers, quoi. Voilà. Ok. Donc, Après, pour compléter un peu ta question, pour peut-être aussi que d'autres personnes se rendent compte, souvent les ateliers peuvent se faire des fois juste sur une seule demi-journée, des fois sur, 6, 7, 8 séances, quand il y a vraiment des moyens pour pouvoir faire un projet au long cours et quelque chose d'un peu plus important. Donc finalement, ça représente un très petit volume d'heures dans une année qu'en activité. Donc on peut faire, je sais pas, peut-être... entre 10 et 25 ateliers dans une année, quoi. Ouais, c'est pas énorme. Moi, je sais pas, si je devais faire une moyenne, je dirais que je donnerais... Aucune idée, vraiment des chiffres, en fait. C'est dur, mais je dirais peut-être une trentaine d'heures d'atelier par mois. Sans compter l'été. Ah ouais, tu vois, ça va, 30 heures, c'est bien déjà par mois. Ouais, après peut-être que c'est une bonne moyenne. Peut-être que je vois large en fait, je me rends pas compte. Enfin, c'est dur de faire une moyenne parce qu'il y a des périodes où je sais que je vais en donner tous les jours de la semaine, et après où pendant une semaine je vais rien avoir. Oui, c'est ça. Mais je sais pas, j'aurais dit allez peut-être on va dire entre 20 et 30 heures par mois, quoi, pour bien, faire une moyenne annuelle, quoi. C'est même très bien déjà 20 à 30 heures par mois. Ouais, c'est lourd, hein, franchement. Ça va, ok. Et du coup j'avais l'autre question, c'était à partir de combien de temps vous êtes mis à donner des ateliers? Enfin, ça faisait combien de temps en gros que vous pratiquiez votre art avant de commencer à transmettre? Tu veux répondre? Ouais, je peux répondre. En fait, c'est une question d'opportunité. C'est pas moi qui ai commencé à chercher à proposer des ateliers. C'est une occasion qui s'est faite. Du coup, un peu sur mon parcours, moi j'ai passé le BAFA quand j'étais étudiant. J'ai très vite travaillé dans des séjours l'été et puis même les week-ends, notamment avec des publics en situation de handicap. Et après, du coup, ça m'a tourné à passer le diplôme d'éducateur spécialisé. Okay. Donc j'ai travaillé quelques années comme EduxP. Et du coup, auprès des jeunes que j'accompagnais, à côté de ma passion de graffiti, j'ai eu un moment l'occasion de pouvoir proposer ce que je savais en tant que graffiti pour permettre aux jeunes que j'accompagnais de se réapproprier un garage pour en faire un foyer. Donc c'était une première expérience où ma passion a rejoint ma voie professionnelle, mais complètement par opportunité, par motivation personnelle de mon boulot d'éduc. Et après, du coup, d'autres collègues et copains de ma formation d'éduc ont profité pour me demander d'intervenir dans leur structure. Et petit à petit, comme ça a fait l'occasion d'avoir un petit peu d'expérience et de me rendre compte que je pouvais en faire un boulot vraiment centré que sur la pratique du graffiti auprès d'un public spécialisé. Et donc, je dirais que ça faisait déjà 7-8 ans que je faisais du graffiti. Mais pour autant,
les 7-8 ans de graffiti, c'est quand je démarre le graffiti, c'est pas mes premières années, je fais pas du graffiti tous les jours à fond. Donc, bien sûr. Voilà, ça faisait 7-8 ans que je faisais ça, mais c'est venu progressivement, comme après les possibilités d'en faire des ateliers sont venues aussi progressivement, quoi. Ok, ben pour moi ça a été, on va dire, c'est plus récent parce que moi pendant longtemps voilà, c'était un truc à côté, quoi, tu vois, c'était, on va dire, une passion, enfin. Et moi avant de faire ça, moi j'ai bossé à Radio Campus, j'étais coordinateur d'antenne et je faisais aussi des ateliers. Dans ma fiche de poste, je devais aussi mettre en place des ateliers avec des scolaires, etc. Donc déjà ça a été une première étape pour moi en tout cas dans l'approche, dans la pédagogie, de cocher un peu des cases de ok, vas-y, je sais comment mener un atelier. Et concrètement, ça a commencé, les premiers trucs, c'était en 2012-2013, donc avec les transurbaines. Ok. Voilà, ça a été ponctuel, et puis petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que je voulais vraiment vivre le truc, en fait. Quand je dis vivre le truc, c'est vivre la culture, vivre la musique, et du coup, quand j'ai eu cette expérience à Radio Campus, tout de suite j'ai projeté derrière, j'ai dit, vas-y, là tu sais quoi, je vais sortir du cursus classique de la vie active classique entre guillemets, et je vais essayer de proposer quelque chose là-dessus parce que j'ai envie au quotidien vivre ce truc, en fait, tu vois. Et donc c'est passé par la transmission, voilà, quoi. Ok. Moi c'est un peu comme toi aussi, parce que du coup j'étais animateur BAFA pendant des années quand j'étais étudiant, et en gros c'est le centre où je travaillais comme animateur il savait que je faisais du rap à côté, machin, et c'était avant que je rentre dans Suprême. Et ils m'ont dit, ouais, ça te dirait pas un jour sur une ou deux séances t'essayes de faire un truc autour du Peura, machin, et j'ai bien kiffé. Et après, du coup, quand je suis rentré dans Suprême et que j'ai un peu fait mon CV, tu vois, c'était pas comme un entretien d'embauche, mais ils m'ont dit, bon, c'est cool, tu rentres, tu sais faire quoi? Je dis, bah je peux donner des ateliers. Et après ils se sont mis à vendre des ateliers Peura, du coup, et c'est là où je me suis mis à vraiment capitaliser là-dessus et à développer cette partie-là. Mais du coup, c'était un peu opportunité aussi. Donc là, pour vous deux, là, c'est des activités à part entière, du coup, là. Je veux dire, vous êtes à 100% là-dessus. Ouais, enfin... Enfin, 100%, je me dis, voilà, enfin, genre, c'est pas que les ateliers. Bien sûr, oui, mais par contre, j'ai pas d'autres taf à côté, quoi. Okay, et toi, c'est pareil, du coup? Moi aussi, ouais. Ok, d'accord. Ok, ouais, moi, comme je disais, ça dépend des périodes. Il y a des périodes, il faut aller faire de l'intérim, on va faire de l'intérim, quoi, tu vois. Ça dépend des périodes, en fait. Il y a des périodes où tu dis, ok, là, pendant, je sais pas moi, 2-3 mois, je peux peut-être me permettre en plus des ateliers, de faire d'autres trucs à côté, tu vois, enfin, toujours autour de la musique. Et puis, il y a d'autres périodes, tu dis, bon, là, c'est chaud, tu vois, je vais compléter en faisant de l'intérim ou en trouvant un taf alimentaire en plus, quoi. Donc... Mais c'est pour ça, moi, quand j'ai commencé à bosser avec Suprême, au début, là, j'avais encore mon poste d'animateur, tu vois. Et j'ai lâché ce job-là quand j'ai su que je pouvais m'assurer un truc stable, tu vois. Et encore que les premières années, c'était pas fou, quoi. On survivait plus que autre chose, tu vois. Là, aujourd'hui, ça va, mais ça a été compliqué les premières années. Mais après, je pense que c'est un risque aussi. Je pense que, je sais pas comment dire. Si tu restes dans l'entre-deux et que tu t'y mets jamais vraiment à 100%, c'est compliqué de vraiment franchir le cap, à moins d'avoir de la chance et des opportunités, parce que, on va pas se mentir, il y a un facteur chance aussi, je pense, qui joue d'être au bon endroit, de rencontrer les bonnes personnes, machin, des fois. Mais si tu restes sur le délire de dire je garde un job à côté et je fais ça comme ça, je pense que c'est compliqué de passer le cap, de dire ça y est, c'est 100% là-dedans. Et après, bon, ça dépend des parcours et des circonstances de tout le monde, hein, tu vois, parce que comme tu dis, opportunité fait que ça amène à des projets, mais je pense que c'est compliqué quand même. Donc, Ouais, puis c'est compliqué aussi pour l'avenir, parce qu'on ne sait pas, même s'il y a plein d'ateliers en ce moment qui peuvent arriver dans l'année, je sais pas pour vous, mais moi des fois 3 mois à l'avant, je sais pas ce que je vais faire. L'agenda se remplit au fur et à mesure des propositions, il faut savoir être réactif, disponible, en même temps savoir dire non quand ça se présente mal, qu'il n'y a pas les bonnes conditions pour le faire. Et l'année 2023, elle n'est pas du tout écrite, donc on sait pas. Moi, je sais pas du tout si je pourrais continuer
de faire autant d'ateliers, d'avoir autant d'opportunités, ou d'en faire moins, mais du coup développer d'autres prestations autour du graffiti ou pas. Et donc il n'y a rien qui est garanti dans l'avenir non plus, quoi. C'est ça, c'est toujours la question, donc, en fait, c'est tu sais pas, en fait, tu sais jamais, donc ça demande tout le temps de, tu vois, d'être actif. Ouais. Après, bon, on va pas se mentir, les 2 années là de Covid, ça a fait, enfin, on le sait, hein, mais ça a fait beaucoup de mal. Enfin, moi, je sais que sur cette période-là, bon, ben, tu vois, on va faire autre chose un peu. Ouais, et voilà, quoi. Donc, nous, je pense qu'on a des statuts qui font que, du coup, en fait, on n'est jamais sûr de ce qui va se passer. Avec le contexte et tout, c'est chaud, quoi, tu vois. Donc, on n'a pas la sécurité de l'emploi comme tu es en CDI. Non, pas du tout. Tu vois, pour les intermittents, ça dépend toujours des cachets et tout ça. C'est ça. Il faut tout le temps cravacher pour rester dans les clous, entre guillemets, tu vois. Ouais. Et ben ouais. C'est à plomber l'ambiance. Ouais. Est-ce qu'il y a peut-être des questions dans le chat? Non, on n'a pas spécialement. Pas de questions pour l'instant. Ok. Après, on peut peut-être parler de est-ce que les associations sont pas importantes justement pour que les gens se retrouvent, se rencontrent, etc. Et puis justement, peut-être pas aussi avoir un cadre légal pour les ateliers, pour des choses comme ça. C'est vrai que toi, tu as parlé de l'asso du coup que tu diriges. Nous, on a parlé du fait qu'on bossait via Suprême. Je sais pas si tu bosses pour d'autres structures que Suprême. Je suis aussi auto-entrepreneur, donc je bosse pour moi-même. Je peux facturer mes prestations de service, mon temps de travail. Ouais. Donc il y a des fois qu'on me demande directement des ateliers, par le bouche à oreille ou par des expériences, des points d'entrée différents. Je peux aussi faire des ateliers des fois sans passer par la structure Suprême Legacy. Après, tout ce qui est dans le Puy-de-Dôme, c'est sûr que Suprême Legacy en ce moment a un rayonnement très important et on leur demande énormément d'ateliers sur cette partie transmission que développe la structure Suprême Legacy. Donc je travaille beaucoup pour Suprême Legacy, je fais beaucoup d'heures d'ateliers autour du graffiti pour eux. Ouais. Ok. Et du coup, toi, l'asso que tu as monté là, c'est avec cet asso là que tu donnes tes ateliers ou... Ouais, en fait, l'asso, c'est, on va dire, c'est une manière d'officialiser un peu ce que je fais depuis des années, en fait. C'est-à-dire de formaliser tout ça, aussi de mettre en avant une vision, en fait. C'est pas juste le fait de transmettre, de faire la transmission, c'est défendre l'art du beatmaking, la production. Donc ouais, ça passe par l'assaut. La plupart des choses passent par l'assaut. Puis les transurbaines aussi, que tu disais que tu as bossé pas mal. Ouais, les transurbaines, ça fait depuis 2013 que j'interviens. Donc, j'ai organisé les premiers événements, premiers battles en 2013 aussi, à l'Oradou. Donc on avait programmé à Foura. Oui, je me souviens de cette soirée. C'est ça, en fait, voilà. On avait fait un package à Foura. Il y avait SPM aussi, je crois. Si SPM, il y avait la petite ville. Il y avait la petite ville en première partie. Et moi, j'avais fait l'ouverture de soirée, je me rappelle. Putain, avec un crâne exactement comme celui-là. Ah, c'est possible. C'est tellement lointain que... J'étais rasé à blanc à cette époque-là. Tu vois, donc voilà, on fait du chemin. Et puis, toujours la passion, toujours l'envie de... pas d'innover, mais de proposer quelque chose, d'essayer de proposer quelque chose qui amène... tu vois, du neuf en fait, enfin je dis du neuf c'est sans prétention, mais juste ok vas-y, il y a ça et ça, j'observe un peu ce qui se passe, je kiffe cette culture là, qu'est-ce que moi je peux amener en fait. Moi c'est ça, et c'est pas pour rien que le truc je l'appelais Do It For The Culture, ça a toujours été un truc de vas-y, on constate, ça faisait des années qu'on constatait, ouais en fait il se passe rien, il y a pas ci, il y a pas ça, vas-y venez on arrête de parler, venez on agit, venez on essaie de faire des trucs pour la culture. Et moi, à chaque fois, ça part de ce constat-là, tu vois. C'est vraiment amener un truc qui n'est pas encore trop mis en lumière. Et le beatmaking, tu vois, je te disais, les premiers trucs, c'est en 2013, donc on était les premiers à monter un truc autour de ça. Donc l'idée, c'est de continuer à développer ça. Voilà, et mettre en lumière autant que le rap, parce que le rap, c'est bon, ça y est, on a... c'est validé, ces trucs. Ou le graphe, c'est-à-dire c'est... Tu vois, c'est un truc qui est maintenant ancré dans la culture populaire aussi. Et il y a d'autres disciplines de la culture hip-hop qui méritent encore d'être mis en lumière. Et voilà, le travail de transmission aussi, quoi. C'est vrai que le beatmaking est quand même vachement dans l'ombre. Ouais, bien sûr. Encore aujourd'hui, hein, et en France encore plus, parce que tu parlais des États-Unis tout à l'heure. C'est vrai que les beatmakers les gens ont un regard différent sur le beatmaking là-bas qu'ici. Complètement, c'est des artistes à part entière en fait, tu vois. On peut en citer plein, mais en France,
comme il y a quand même encore, ça a bougé. Enfin là, ces dernières années, ça a pas mal bougé, mais on reste dans une culture de l'écriture, enfin, tu vois, littéraire et tout. Et je pense, si on doit parler de business, il n'y a pas ce même respect en France, tu vois. Les producteurs je trouve, sont négligés, quoi, tu vois. Et je trouve qu'il y en a plein qui sont négligés. T'as des mecs comme Astronautes qui ont produit pour Kendrick Lamar, mais personne n'en parle, tu vois. Pourtant, c'est un Français, tu vois ce que je veux dire. Parce que je trouve qu'il y a encore un mépris enfin un mépris, j'exagère, mais en tout cas c'est encore un petit peu mis de côté parce que c'est les mecs de l'ombre, tu vois. Et je trouve que c'est important de valoriser ce truc là, quoi. Mais je pense que le mot mépris il est pas trop, tu vois. C'est pour ça que justement il y a beaucoup de Français qui partent aux États-Unis, comme tu vois, Tariq Azouz, ouais. Tariq Azouz, merci. Il vit en France, hein. Il vit en France, mais il fait ces trucs là-bas parce qu'il est connecté avec les bonnes personnes. Ou même, tu vois, des mecs comme Estou, au départ, il avait pas mal bossé avec L'Homme Pâle. Ben, du coup, il fait ses bails aussi, pas mal de ses bails, tu vois, aux États-Unis, au Canada, tout ça. Il y en a plein en vrai, en fait, qui sont survalidés aux États-Unis, à l'étranger, mais en France, personne ne les calcule. Ou sinon, ça veut dire. Il y a une tendance en ce moment, donc du coup, voilà, on va surfer dessus et dire, tu vois, on associe son blaze au mec du moment et après basta. Ouais. Aux États-Unis, il n'y a pas ce truc-là, c'est-à-dire, c'est beaucoup plus ancré, quoi. C'est beaucoup plus culturel qu'en France où on est là juste pour surfer sur une vague et puis quand c'est passé, on passe à autre chose, tu vois. Ouais, je capte. Voilà. Ok. Tu voulais rebondir sur un truc, non ? Non, pas spécialement. Ok. J'allais dire justement, on parle de mépris. Est-ce que justement le fait que le hip-hop à certaines époques était un peu considéré comme une sous-culture, est-ce que ça n'a pas freiné la légitimité de sa transmission, justement ? Très bonne question. Je pense pas. Je pense pas. Ça répond à la question. Je pense pas parce que du coup les endroits où se faisaient les premiers lieux de transmission un petit peu institutionnalisés, c'était des gens qui pensaient que c'était une sous-culture suffisamment intéressante pour l'enseigner à certaines personnes, pour s'en servir dans certains quartiers, pour l'amener auprès de certains publics. Donc elle avait quand même sa place à ces moments-là, quoi. Après, il faut pas attendre que ça soit trop populaire pour que ça devienne une évidence. Je pense pas. Je pense que le hip-hop est devenu aussi autant présent dans toutes les sphères actuelles de la société parce qu'à un moment, elle est passée par une sous-culture qui a été mise suffisamment en valeur et suffisamment portée par assez de messagers pour qu'à un moment, ça devienne suffisamment présent, quoi. C'est une espèce de question de masse critique où il y a un moment, il y a suffisamment de personnes qui s'y intéressent pour que ça mette la lumière dessus. Donc, je sais pas... Voilà. Est-ce que tu pourrais reposer la question, s'il te plaît? J'allais dire, est-ce que le fait que le hip-hop ait parfois été considéré comme une sous-culture, ça n'a pas freiné la légitimité de la transmission? Non, je pense pas. Je pense pas parce que, en fait, cette culture a la particularité de toujours s'adapter, de contourner, en fait, quoi qu'il arrive. Elle est pas, et c'est la culture qui domine, enfin, en ce moment. Parce qu'il y a ce côté un peu débrouillardise, quoi. C'est-à-dire, vous voulez pas me laisser passer par là, c'est pas grave, on va trouver un autre chemin pour rentrer. Il y a toujours ce truc-là, en fait. Et je suis pas sûr, après je peux me tromper, c'est peut-être parce que je suis dans cette culture que je dis ça, je suis pas sûr qu'on retrouve cet état d'esprit autant dans les autres cultures. Je peux me tromper, hein. C'est mon analyse, j'ai quand même l'impression que du fait que cette culture vient d'en bas et que voilà, ça a été pendant longtemps une bataille de vas-y, on veut avoir accès à certaines choses, et ben je trouve que elle a toujours cette capacité à s'adapter, donc je pense pas que ça freine la transmission. Je pense qu'en tout cas, si c'était le cas, c'était peut-être au tout début et que nous enfin, tu vois, on aurait été dans les tout premiers, dans les années 80, on aurait pu peut-être avoir un discours différent, mais aujourd'hui, je pense pas, tu vois. Est-ce qu'il y a des trucs que vous auriez envie de parler que potentiellement on n'aurait pas abordé, des idées qui vous viennent ou des choses comme ça? Est-ce que vous avez une anecdote sur le moins bon atelier qui vous est arrivé? C'est lourd, ça. Une anecdote sur le moins bon atelier qui me soit arrivé? Moi j'en ai une, du coup je peux raconter ça. Vas-y, comme ça je réfléchis à la Je me suis retrouvé un moment pour bosser pour une association du côté de Tours. Et un peu pour dépanner, accepter de faire des TAP. C'était l'époque où il y avait plein de TAP qui se faisaient dans toutes les écoles élémentaires.
Et j'arrive à l'heure prévue et en fait on m'annonce que je vais devoir travailler avec les maternelles. Et du coup j'arrivais avec une petite boîte à outils pour pouvoir proposer du graffiti déjà à des tout petits. Et là c'était même pas les CPC1, c'était les maternelles. Donc finalement je me suis retrouvé pendant je sais plus 5 ou 6 jeudis après-midi à devoir meubler avec une classe de petite section puis une classe de grande section sur normalement un contenu autour du graffiti quoi. Donc voilà, pas du tout adapté à moi, mon cursus, mes compétences. Mais voilà, après on s'est servi un petit peu d'images graffiti pour pouvoir zoomer une partie, la colorier, faire un zoom d'une partie, pouvoir la refaire en plus grand à la créer dans la cour de récré, enfin la meubler autour de ça, mais c'était vraiment complètement en décalage entre ce que je m'attendais et puis ce que les gens attendaient de moi. Pour finalement juste un besoin d'animation qui n'était pas du tout la demande initiale quoi. Ouais, c'était un peu un bourbier quoi. Complètement. Ok. T'en as une qui te vient toi? Ouais, alors c'est pas un truc négatif ou quoi, mais c'est plus, j'ai le contraire. Moi, la plupart du temps, les tranches d'âge, tu vois, c'est 12, 13 ans, enfin 13. Et en fait, j'ai eu l'occasion une fois de faire un atelier avec des beaucoup plus jeunes. Donc c'était la première fois. Je me disais, vas-y, putain, c'est chaud et tout. Ils ont 7, 8 ans, 9, tu vois. Bon, je me posais des questions et en fait, très très bonne surprise. Ils étaient plus déter que des, tu vois, des plus vieux, quoi, vraiment. Et puis, ils captaient hyper vite. Après, voilà, encore une fois, c'est une histoire de profil, ça dépend des profils. Mais là, j'étais vraiment agréablement surpris. Parce qu'au départ, j'arrivais en me disant, bon, ok, comment on va faire ce truc-là? Et non, ils étaient. Enfin, moi, à la fin, j'étais surpris de ouf parce qu'ils étaient dedans, ils lâchaient pas le truc, ils avaient envie d'apprendre. À la fin, ils étaient hyper contents. Et je dis, bah, comme quoi, en fait, t'arrives avec une appréhension et c'est les gamins qui tu vois, qui disent, ok, tu vois, on n'est pas. Voilà. Donc, ça, c'est cool. Ok. Bah, tu vois, moi, j'ai un peu le même discours, mais à l'inverse, au niveau des âges, j'avais le même pressentiment avant d'aller bosser pour la première fois en EHPAD. J'étais en mode mais qu'est-ce que je vais leur faire vraiment, je savais pas et au final super expérience vraiment, une bête de surprise parce que des gens grave intéressés, grave passionnés par l'écriture et du coup avec des vraies histoires de vie de fou, tu vois, avec d'autres choses à raconter que des gamins de 12 ans et moi j'ai pris une vraie claque dans ces ateliers et j'ai beaucoup appris, j'ai grave kiffé et même ça m'a touché, tu vois, d'écouter ces histoires et tout. Donc, ouais, les pages, moi, je l'ai fait 2 fois. Enfin, sur un projet, peut-être sur, je sais pas, 3-4 mois, où on y allait une fois tous les. Enfin, bref. Et pareil, vraiment, tu arrives, tu dis, bon, vas-y, c'est quoi les bails? En fait, tu pars avec des clichés, c'est ça, hein, ouais, on va pas se mentir. Et en fait, comme tu dis, l'histoire en fait, que les gens vont raconter, les résidents te racontent, tu dis, en fait, tu vois, humainement, je trouve que c'est. Les ateliers, je trouve vraiment, et en plus quand tu arrives à faire plusieurs catégories, c'est encore plus kiffant parce que à chaque fois ça casse un truc, t'as des certitudes des fois en arrivant et tu repars, tu dis en fait j'avais pas compris en fait, et c'est ça pour le coup c'est hyper enrichissant. Ouais. Je pense qu'on a cette chance-là en faisant autant d'ateliers, pouvoir croiser, aller tellement dans d'endroits différents, tellement de publics différents. Que c'est incroyable en fait la quantité de personnes qu'on a croisées dans cette expérience d'atelier quoi. Parce qu'en effet de milieu carcéral à la primaire, à la maternelle, jusqu'à l'EHPAD, en passant par des quartiers, des familles, que des groupes de femmes, que des habitants, que des parents avec leurs enfants, personnes en situation de handicap, etc. C'est incroyable. En tout cas moi j'ai cette chance là dans mon boulot avec les ateliers, côtoyer des publics super différents que j'aurais pas l'occasion de découvrir dans la vie quotidienne, et puis aussi avec ma pratique artistique, pareil, de me retrouver à peindre dans des endroits inattendus, et qui sont super formateurs, enrichissants dans sa vie perso. Ouais. Parce qu'on apprend autant nous que ce qu'on apprend aux gens quelque part, tu vois. Bien sûr. Moi, je trouve que, comme tu dis, c'est super enrichissant. Ouais, je pense qu'on est des témoins d'un petit état des lieux de la société, en allant au plus près pendant passer 1 heure, 2h30, 3 heures, un après-midi avec des personnes dans une institution des fois qui est fermée du public, etc. On se retrouve avec justement des petits témoignages, des discussions, des choses. C'est clair. D'autres, au plus proche de monsieur, madame, tout le monde, quoi, finalement.
Et du coup, pour répondre à ta question de base, là, j'ai un souvenir qui me vient en tête, là, en pire souvenir. Ouais. Je vais pas dire le nom de l'établissement parce que je n'ai pas le droit, mais j'intervenais auprès de jeunes. C'était pas en prison, mais c'était des jeunes qui avaient des difficultés, enfin, des problèmes avec la justice, tout ça, donc un public assez chaud. Et j'avais genre 6 jeunes, je crois, dans mon atelier, et c'est parti en baston en plein milieu de mon cours. À se jeter des chaises dessus et tout. Et j'étais là, et je savais pas trop comment réagir, tu vois, parce que d'un côté, j'étais pas éducateur, donc j'avais pas envie de m'interposer et de me prendre un coup de chaise dans le front, tu vois. Donc c'était assez perturbant comme expérience, tu vois. Du coup, l'atelier s'est arrêté, ils m'ont dit, bon, rentrez chez vous et tout, machin. Et du coup, j'ai tapé la route et j'étais là, qu'est-ce qui vient de m'arriver, tu vois, genre... Vraiment, ça jetait des chaises au visage et tout, donc ouais, c'était un délire. Chaud. Donc voilà. Je crois qu'on n'a pas mieux. En termes de... Ouais, après, c'est le seul truc un peu fou qui m'est arrivé. Hein. Sinon, tout est très traditionnel, on va dire. Mais... Il en faut aussi, sinon c'est... Ouais, c'est ça. C'est des anecdotes marrantes, tu vois. C'est des anecdotes marrantes. Bon, bah, je crois qu'on a fait un peu le tour du sujet. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Hein. Ouais, on va passer à la chronique de fin, du coup. On va présenter les petits albums. Si on peut avoir le générique. C'est bon, très bien. Ça sent que c'est la reprise. Hein. On commence par Groover. On commence par Groover. Alors, pour expliquer un petit peu le concept, je sais pas si vous connaissez Groover, mais en gros, c'est un site internet qui permet à des artistes de rentrer en contact avec des professionnels du milieu. Donc, ça peut être des labels, des playlists, des managers, plein de choses. Et donc du coup, nous, on a ouvert une playlist Tea Time où en gros, on partage un petit peu nos coups de cœur sur Groover. Donc comme chaque mois, on a ajouté une petite dizaine de sons parmi tout ce qu'on nous a envoyé à la playlist. Et on en a choisi 2 qu'on va vous présenter là. Je te laisse présenter celui que le premier, c'est un morceau de Kespar, Caipirina, je crois que c'est ça. Un petit peu dur à prononcer. Caipirina. Avec un clip vraiment très sympa. J'ai beaucoup aimé le clip. Et j'ai beaucoup aimé aussi l'album duquel est extrait le morceau. Donc vraiment sympa, allez écouter Kespar sur les plateformes de streaming ou sur YouTube. C'est vrai que le clip était assez fou en termes de transition. Le clip est vraiment très sympa. C'était très chaud. Et c'est français, on n'a pas précisé, mais c'est... Effectivement. C'est français. Français ou mais il est pas... Non, j'allais dire une connerie. Non, français. Non, il est français, ouais. Je sais plus, j'ai pas le lien exactement, j'ai pas fait la recherche. Très bien, donc à retrouver dans notre playlist. Et moi, j'ai choisi Morena, Cry Baby. T'as eu l'accent. Et si les gens regardent un peu Tea Time, les gens savent que je kiffe les sons un peu chill, un peu les ambiances un peu mielleuses, tout ça. Enfin bref, les trucs vibe féminine, tout ça. Et ben là, j'ai grave kiffé parce que c'est tout ce que j'aime. Ça chante bien. C'est original, que ça soit dans la prod, dans le mix. J'ai trouvé ça assez cool. Et ça fait du bien de voir un peu ce registre en français parce que je trouve que ça manque cruellement de meufs qui chantent. Enfin, tu vois, j'ai pas envie de dire R&B parce que R&B c'est un peu passé, mais ouais, bah c'est pas tellement en France. Oui, en France, oui. Parce qu'aux États-Unis, oui, ok, on peut parler. Non, je parle en France justement, ça revient. Ça revient, mais justement, tu vois, c'était un peu passé. Mais je trouve que ça, c'est un peu l'héritage de ce bon R&B qu'on avait il y a une dizaine d'années, tu vois. Et donc voilà, c'est très cool. J'ai écouté 2-3 autres sons aussi qui sont pas mal, donc je vous invite à checker. La playlist Groover est dans le chat, et si jamais vous regardez en replay sur YouTube, c'est dans la description juste en dessous. C'est Tea Time Groover sur Spotify, Deezer et Apple Music. Donc voilà. Et puis du coup, il y a d'autres sons qu'on a ajoutés, mais dont on n'a pas parlé là, parce qu'on peut pas parler de tout le monde. Donc voilà. Et là maintenant on va passer à la playlist de la semaine avec les albums qu'on a choisis. C'est ça, donc à chaque fois on va présenter chacun un album classique et notre album du moment. Moi en album classique j'ai choisi Macadélique de Mac Miller. J'ai pas mal hésité je voulais présenter un album de Mac Miller parce que j'en avais pas présenté encore. J'ai pas mal hésité. Mon album préféré c'est plutôt Swimming. J'aime beaucoup celui-là aussi et bon Swimming est sorti en 2018 donc je dis c'est un peu tôt pour dire que c'est un classique. Donc Macadélique qui est sorti en mars 2012.
Déjà. Et il y a plein de morceaux hein, que j'aime beaucoup sur cet album. J'aime beaucoup la vibe de l'album, toujours un petit côté jazz des fois. Le feat avec Lil Wayne, le feat avec Josie G, le feat avec Kendrick. Enfin, plein de... Un très bon album, si vous connaissez pas, je vous invite à l'écouter. Et d'ailleurs, petite parenthèse, mais il y a la vidéo de Seb sur Mac Miller qui est sortie il y a pas très longtemps, là, qui est super intéressante. Je sais pas si vous voyez anciennement Seb Lafrite, qui est juste Seb maintenant là. Ouais. Et qui fait des vidéos. C'est un youtubeur. Okay. Et maintenant il fait beaucoup de formats où en gros il va expliquer genre une histoire de la musique, tu vois. Il avait fait il a fait Daft Punk, il a fait c'est ça, et c'est des formats genre 40 minutes, 1 heure où il va faire un focus sur un événement de la musique ou un artiste en particulier. Et elles sont vraiment très bien à chaque fois. Je trouve qu'il est très doué dans ce format où justement il est très storytelling. Ouais, c'est ça, narrateur d'une histoire en fait. Et du coup la dernière qu'il a fait c'est sur Mac Miller où il explique un peu l'histoire l'histoire tragique de Mac Miller et je vous conseille la vidéo, elle est très très cool. Okay. Et en album du moment, j'ai choisi un album d'une Australienne d'origine zimbabwéenne, je crois, si je me trompe pas, qui s'appelle TK Meiza. Et du coup, c'est pas un album, c'est un EP d'ailleurs. C'est Last Year Was Weird, volume 3, que j'ai beaucoup aimé. Le volume 2 et le volume 1 sont très bien aussi. Mais sur le volume 3, il y a un morceau que j'ai vraiment bien aimé qui est High Beams, qui est vraiment très cool. Mais je vous invite à aller écouter les autres morceaux parce qu'il y a par exemple 24K ou Kashmir qui sont sur d'autres projets qui sont vraiment très bien. Donc, ok, c'est quoi comme vibe du coup? High Beams, c'est vraiment très rap. Ok. Par exemple, Kashmir, c'est plus dans des vibes à la Summer Walker. Ok. 24K, je saurais même pas comment décrire ça. En fait, il y a un peu de tout. Donc un peu entre il y a toujours un côté un peu rap. Ok. Et il y a souvent un petit côté R&B ou des vibes un petit peu presque un peu dance ou électro des fois même sur certains morceaux. Donc vraiment très sympa, une belle découverte. Cool. À mon tour du coup, j'ai choisi Sniper trait pour trait. On m'a reproché en privé d'avoir choisi beaucoup trop d'américains l'année dernière, donc j'ai choisi de faire une sélection 100% française pour cette première émission. Et du coup, Sniper, c'est un groupe que j'ai saigné durant ma jeunesse et cet album trait pour trait, je l'ai beaucoup écouté. Du coup, je pense que c'est le groupe que j'ai le plus écouté en rap français. Et cet album, il y a trop de classiques, genre ne serait-ce que Brûle avec Joey Starr qui fait les ambiances, que je trouve incroyable. Le morceau trait pour trait aussi qui était très cool. En fait, c'est des valeurs du rap de l'époque que je kiffe. Le côté simplicité, on n'est pas dans le bling bling, on n'est pas dans la violence, et ça sortait un peu de ce rap de l'époque où en gros les gros c'était Booba, Rof, tout ça, et je trouvais que eux ils se détachaient un peu de tout ça, et donc c'est vraiment un album que j'ai saigné. Mention spéciale pour le morceau Dans mon monde, qui est pas forcément un morceau très retenu de cet album, et pour le morceau Elle, qui est un morceau de reggae qui est incroyable aussi, parce que Blacko à l'époque bien chaud. Donc voilà, moi c'est un album que je kiffe de ouf. Et l'album du moment, j'ai choisi Furax Barbarossa Caravelle. Furax, c'est un rappeur que je connais depuis longtemps. C'est un rappeur que j'ai toujours trouvé super fort, mais j'avais jamais vraiment pris un album dans la tronche parce que je trouvais que c'était dense. C'était tellement technique et du coup j'avais du mal à m'écouter un album en entier, quoi, parce que je trouvais ça un peu indigeste. Et je trouve que sur ce projet-là, il a fait vraiment un pas en avant sur le côté, je sais pas comment dire, la lisibilité de son rap. C'est un peu imagé. Peut-être que le message est plus clair, c'est un peu moins... Le message est le même, mais c'est dans la forme où c'est plus aéré. Il y a des refrains chantés, mais on n'est pas non plus dans du truc mielleux classique. Enfin, c'est Furax qui chante, quoi. Donc c'est... Et je trouve que, il y a de très bons morceaux en plus. Il y a des morceaux incroyables. 10 au revoir au printemps. Ouais, et moi le morceau que je kiffe, c'est le morceau avec Sofiane Pamar, Porcelaine, exactement, que je trouve incroyable, qui parle d'un enfant battu, et donc du coup le propos est fort et la forme est juste incroyable. Donc si vous connaissez pas Furax, allez écouter cet album, c'est vraiment incroyable, j'ai grave kiffé. Pourtant tu vois, je trouve que Testanera il est ouf, et moi je peux l'écouter en boucle.
Là où les morceaux de maintenant, avec des refrains plus chantés, je trouve que je retrouve plus le Fergs d'avant. Ok. Et j'ai moins envie de découvrir les albums de maintenant. Ok, ouais, je comprends. Tu Donc, vois. ce qui te manquait chez lui, t'as pu le retrouver maintenant, et puis inversement. Ouais, mais après ça, je pense que tu vois, c'est les goûts et les bien couleurs. sûr, ouais, c'est pour ça. On va prendre un artiste qu'on kiffe tous les deux, on aura sûrement du mal à se mettre d'accord sur l'album qu'on préfère. Mais c'est pour ça, moi, comme je disais, en fait, j'écoute vachement plus de R&B que de rap. Alors je kiffe le rap, hein, j'en fais, voilà, ça fait partie de ce que j'écoute. Mais les trucs qui me font vraiment kiffer, c'est quand ça chante, quand il y a du flow, machin. Et quand un mec arrive à mettre de la technique là-dedans, c'est là où je trouve tu vois, le petit point de jouissance, là, tu vois, le crossover parfait entre le rap hardcore et technique et la petite vibe chantée bien maîtrisée. Et je trouve que là, sur cet album, c'est bien fait. Donc, c'est vrai que Furax de base, c'est pas accessible parce qu'il est très 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 technique de base. Super sombre, quoi. Ouais, très sombre. Très sombre, mais je trouve qu'il a une plume de ouf, quoi, ce mec. Je pense qu'il y a peu de gens qui peuvent prétendre écrire aussi bien. Non, mais, moi, je l'ai négligé pendant des années. Enfin, j'ai négligé en gros sa voix, tout ça. J'avais du mal et je voyais pas forcément clair, tu vois, dans les trucs et tout, dans les structures. Et plus tard, j'ai dit, ah ouais, en fait, le gars, il est très, très fin techniquement, dans ses placements, dans ses schémas de rimes. Je trouve que c'est un des plus forts. Ouais, c'est clair. Et c'est cool qu'il fasse un album. J'ai pas encore écouté, mais on m'en parle. Bah, je te le conseille. Ouais. Je te le conseille. Et du coup, maintenant, on passe à Topaz, si je dis pas de bêtises. Ok, et ben, album classique, Rage Against the Machine. Parce que, voilà, c'est un des albums que j'ai le plus écouté dans ma jeunesse, parce que il y a tout, il y a le groove de la guitare, en même temps la puissance basse batterie, il y a le flow de Zach de la Rocha, et puis voilà, ça balance, quoi. Dans tous les cas, en fait, c'est une énergie. Enfin, si tu choisis un morceau pour l'énergie que tu as besoin dans ta journée, Rage Against the Machine, tu sais que tu mets ça, tu auras la motive suffisant pour tout faire. Ok. Donc voilà, c'était un classique pour ça. Même si Lofofora, le fond et la forme aurait été l'album francophone équivalent, mais j'ai choisi Rage. Et album du moment qui n'est pas un album sorti récemment, mais c'est l'album que moi j'écoute en ce moment. Et Max Richter, c'est un compositeur et arrangeur allemand, il me semble, et qui reprend sur cet album les 4 saisons de Vivaldi, avec son côté minimaliste, réarrangé un petit peu moderne. Et je l'ai choisi parce que j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps et je trouve ça incroyable aussi au niveau de l'ambiance immersive et musicale. J'ai aussi choisi parce que c'est un album juste instrumental, qui n'est pas chanté, donc c'était pour pouvoir parler un petit peu de cette forme de musique ici. Et parce que pour moi, c'est aussi un savant mélange de héritage classique remis au goût du jour en apportant juste ce qu'il faut de modernité, de reprise en main, pour pouvoir finalement valoriser tout le bon côté de ce qu'il y avait avant, sans le disgracier. Et voilà, c'était un clin d'œil aussi à ce qu'on avait à échanger aujourd'hui sur ce thème-là, quoi. Donc voilà, c'est une proposition de découvrir un petit peu cet univers. Très bien, très bien, très bien. Voilà en ce qui me concerne. Et puis vas-y, à ton tour. Et ben, ouais, poétiquement correct de Danny Dan. Je sais même pas. Ça, pour moi, c'est un classique, c'est un album incroyable parce que, je sais pas, il y a la plume, la justesse de la plume, la capacité à raconter des histoires. Tu vois, le mec, il est capable de faire un morceau sur cette tasse, mais le truc va être incroyable, quoi, tu vois. Donc, ouais, pour moi, c'est la synthèse parfaite de tout ce que je kiffe dans le Pura, c'est-à-dire la plume, la technique, le storytelling, l'attitude, tu vois, le charisme, enfin. Donc, et puis, ouais, mention spéciale pour. T'as le morceau Sunshine. Le morceau Sunshine qui est juste magnifique. Vraiment, il n'y a que des boucheries dans cet album. Donc, Danny, fort. C'est vrai que c'est un classique celui-là. Ah ouais. C'est un classique. Et sinon, ouais, Black Milk, Popular Domain, pareil, ça fait partie des mecs qui m'ont influencé de ouf dans la production parce que c'est un MC beatmaker, tu vois. Okay. Qui, pour moi, c'est un héritier de Dilla, tu vois, c'est un mec de Détroit qui a, quand il est arrivé, il a réinventé pour moi, tu vois, le son, ce qu'on peut appeler maintenant néo boom bap, tu vois, c'est-à-dire que Dilla était en avant sur son temps sur ce truc-là, c'est-à-dire très tôt avoir des drums très boom bap mais avec des sons hyper électroniques. Et lui, il a perpétué ce truc-là, il l'a amené encore plus loin.
Donc, franchement, cet album, je vous le conseille. C'est juste, c'est que des boucheries, quoi. Vraiment très fort sur la MPC. Et puis au micro, il est très fort aussi. Donc, ça fait partie de mes exemples, Black Milk. Et voilà. Hein. Très bien. Et ben, n'hésitez pas à aller écouter tous ces albums. C'est dans la playlist Tea Time saison 2. Pareil, le lien est dans le chat. Si vous regardez sur YouTube, c'est dans la description. Et puis à chaque émission, on ajoutera les futurs albums à la playlist, histoire de la faire grossir un peu. On va se faire un petit instant promo, histoire de terminer l'émission tranquillement. Est-ce que vous avez des actualités, des trucs qui arrivent, des trucs à promouvoir, des trucs qui sont déjà sortis, que vous voulez mettre de la lumière dessus Allez-y, hein, c'est le moment... Bah ouais, il y a Vigence qu'on a parlé à l'intro de cette émission. Il y a le livre de la Sainte Manu qui est sorti, qui retrace 5 ans de résidence artistique complètement sauvage et indépendante dans les anciennes manufactures de tabac de Rion. Donc vous tapez la saintemanu.fr sur internet, ou vous passez par le site de l'asso Street Expression et vous retrouvez les infos là-dessus. Je crois qu'il reste quelques exemplaires. En tout cas, n'hésitez pas à vous intéresser à ce projet, en parler autour de vous, parce que s'il est désormais inaccessible, ce lieu, pour la partie graffiti. Donc voilà, le livre, un énorme travail avec Reno Melli et tous ceux qui ont travaillé dessus. Donc c'est quelque chose d'une aventure dont j'ai fait partie, mais que je veux vraiment valoriser. L'objet est beau, quoi, pour reparler de tout ça. Donc c'est vraiment le top du top comme objet pour pouvoir s'intéresser à ce projet-là. Il y a des liens dedans pour faire une visite virtuelle vraiment du lieu. Un petit focus sur les différents artistes. Il y a un boulot incroyable sur ce livre, donc n'hésitez pas à vous y intéresser si ça vous parle. Voilà. C'est vrai que j'avais prévu de l'amener pour le mettre dans le décor aujourd'hui et je l'ai oublié à la maison. Mais c'est une très belle... Il est sur ta table de nuit, je comprends. Il est posé dans le studio. Je t'avoue, je bouquine un peu entre deux séances quand j'ai envie de faire une pause, tranquille. Mais très très beau, très bel objet en fait. Au-delà d'être un livre, c'est un bel objet, tu vois. Je trouve que... quand je l'ai reçu, j'hésitais même à l'ouvrir, tu sais, genre, je sais pas, il a un côté vraiment sain, tu vois, la Sainte Manu porte bien son nom, tu vois, donc... Ok, est-ce que tu as eu une autre promo à faire Non, pas spécialement, donc je vous laisse la parole là-dessus. Eh ben, qu'est-ce qu'on peut promotionner ? Toujours l'album de Fred, hein, parce on fait quelques concerts là, à gauche à droite, donc l'album Kidam, sur les plateformes de téléchargement. Donc je tiens à le remercier en direct qui m'ait contacté pour bosser sur ce projet-là. Et sinon après, au-delà, ça va être de suivre l'actualité de Do It For The Culture. Il y a des choses qui vont arriver en termes d'événements. J'ai quelques interventions là sur des démos faites sur les vacances là, à Coranera, le 9 novembre, dans le cadre des Transurbaines. Et voilà quoi. Ok. Donc du coup, il y a le Instagram pour le Do It For The Culture. Pour les soirées. Est-ce qu'il y a d'autres battles de beatmaking qui arrivent ? Il y a des trucs qui vont arriver. Après, on a fait la 2e édition. On est en train de réfléchir à la 3e. Donc ce sera pas dans l'immédiat, mais en courant 2023. C'est dans les tuyaux, quoi. Ouais, il y aura une suite, je pense. On travaille dessus. Très bien. Et Fred qui était passé dans l'émission d'HEO pour terminer la saison dernière là. Donc n'hésitez pas à aller checker son projet. On en avait déjà fait la promo, mais on en refait un petit coup. Du coup, de notre côté, alors j'en profite pour faire un instant promo perso. J'ai un clip qui sort jeudi. Voilà, c'est dit. Effectivement. Voilà, ça sort jeudi, je balance ça. Et du coup, pour parler un petit peu de la chaîne Supreme Legacy, on a décidé d'étoffer un petit peu cette chaîne cette année. Donc il y aura toujours l'émission Tea Time que vous venez de regarder. Il y aura toujours l'émission Passe à la messe de mon gars HEO, qui était déjà là l'année dernière. Et la nouveauté, c'est que cette année, on rajoute 2 nouvelles émissions. Il y aura une émission de Cléon, qui est un autre rappeur de Supreme Legacy, où ça sera un format où il reçoit un rappeur, il crée une instru en direct, le rappeur écrit un couplet en direct, et à la fin de l'émission, le rappeur freestyle le texte qu'il vient d'écrire sur l'instru qui a été créé. Et il y aura une autre nouvelle émission, c'est l'émission de l'ami Dachi. C'est ça, qui s'appelle Lundi Dachi. Lundi Dachi. On cherche pas loin, c'est simple, ça rime, efficace. Qui sera une émission assez simple en fait, où j'aurai un invité à chaque fois et on va parler pop culture, ou que ce soit série, les choses qu'on regarde en ce moment, les choses qu'on aime, un truc assez détente quoi. Un truc de recommandation, on peut dire. C'est ça, en fait. un petit peu pour faire recommander des artistes, des séries, des livres, peu importe. Très bien. Et le premier invité
C'est cet homme qui est en face de moi. Yeah. Voilà, et du coup, ça sera lundi prochain, la première de lundi Dachi. Pareil, Absolument. toujours à 20h et toujours sur la chaîne Supreme Legacy. C'est ça. Soyez indulgents parce que je suis pas sûr d'être tout à fait prêt. Ouais, c'est la première, ça va, on C'est ça. a le droit à l'erreur. Avant qu'on termine, je voulais remercier Topaz pour les toiles qui sont là, parce que vous le savez, on a toujours des toiles qui changent un petit peu sur ce décor et qui sont faites par les membres de Supreme Legacy. Donc là, comme Topaz était avec nous aujourd'hui, c'est lui qui a fourni les toiles et qui vont faire le début de la saison. Et je crois que j'ai rien oublié, mais enfin, on est pas mal. Hein, on est pas mal. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Twitch Supreme Legacy. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. On a plein d'actualités. Il y a plein de choses qui arrivent. Et on se dit à lundi prochain. Et je vous remercie tous les deux d'avoir été avec nous. Merci Avec pour l'invitation, c'était bien cool. On était très heureux de vous recevoir. Et à vous, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et puis je vous dis à lundi prochain pour l'émission de Dachi. Peace. Wow.